parfois des gens qui me regardent avec des yeux comme des soucoupes quand je leur dis que l'euro n'a peut-être pas 10 ans à vivre, que la France est peut-être déjà sur la route de la faillite et très bien engagée et que ça peut arriver dans quelques années. Dans nos démocraties très démagogiques, tu as une incitation éternelle à faire du déficit, à dépenser plus d'argent que tu n'en as pour gagner les élections. Donc tu vas créer toujours plus de dettes que tu n'as de revenus. Il y a 3 mécanismes par lesquels de la monnaie est créée. Tu as le déficit commercial, tu as le déficit budgétaire, tu as ce discours ambiant de les méchants capitalistes cupides qui ne pensent qu'au profit. Mais en réalité, dans cette économie complètement manipulée, il n'y a plus trop de capitalistes. T'avais des rumeurs à l'époque où tout le monde disait ouais, JP Morgan a sauté, machin a sauté, mais personne n'a informé de cette histoire. Et en fait, on peut pas trop savoir. On est aujourd'hui réunis, ici présents, pour essayer de comprendre qu'est-ce que la monnaie. Parce que, en fait, au fur et à mesure de notre plongeon dans le rabbit hole, au début, on a vraiment cru qu'on avait finalement compris comment ça marchait. Et là, au fur et à mesure de nos dernières discussions, on se rend compte qu'on comprend quasiment plus rien. C'est très frustrant. Et donc, on a appelé notre meilleur expert, toi, Théo, pour nous donner un peu, toi, ta compréhension actuelle du système et de savoir, en fait, vraiment, sur nos comptes, il y a quoi ? Qui crée la monnaie ? Est-ce que au final, c'est juste la dette des États ? Est-ce que c'est les banques commerciales ? Est-ce que c'est un mix des deux ? On voudrait essayer de comprendre. Et on pourrait commencer l'étude par ce qu'on a réalisé avec Alex, c'est qu'au départ, la monnaie, telle qu'on se la représente, elle est papier. Donc déjà, c'est simple. On se dit, voilà, il y a des bouts de papier qui sont émis, par qui, au final, au début, on s'en fiche un peu. Tout ce qui compte, c'est qu'on les utilise. Et ensuite, on se dit, ils sont dans nos comptes. Et les chiffres qu'on voit sur notre application, c'est juste une représentation des billets. Bon, au final, après, on comprend que les bouts de papier, à des moments, il n'y en a même pas. C'est plus qu'une écriture. Et à la fin, en fait, c'est une écriture qui représente quoi, chez qui, et à quel moment elle fait partie peut-être d'un agrégat monétaire qu'on est capable de calculer, et à quel moment, d'un coup, on sait même plus si elle est dedans, et là, on entre dans ce qu'on appelle le shadow banking, on n'est même plus capable de vraiment le mesurer. Donc là, c'est un gros morceau là qu'on va essayer d'aller gratter, mais au moins, voilà, essayer de commencer à comprendre un peu ces mécanismes. Alors, si on remonte aux pièces et aux billets, les pièces et les billets, c'est d'un point de vue formel, c'est une dette de la Banque centrale. C'est-à-dire que tout ce qu'on va expliquer là, toutes les formes de monnaie fiat, elles existent sur un bilan d'une institution ou une autre, à un moment. Et on peut voir ça comme une sorte de pyramide, où on a des institutions qui sont de plus en plus haut dans la pyramide et de plus en plus bas, au sens... on va dire il y a une sorte de, peut-être pas de subsidiarité, mais de dépendance entre les étages. Donc tout en haut, tu as la Banque centrale. La Banque centrale, elle a un actif et un passif. Dans son actif, depuis les programmes de quantitative easing, elle a pas mal de titres financiers qu'elle a mis sur son bilan pour injecter de la liquidité sur les marchés. En contrepartie de cet actif, quand elle a mis de la liquidité sur les marchés, elle a créé des réserves bancaires. Donc déjà, tu as une première chose, tu as une forme de monnaie qui, dans les agrégats, va s'appeler M0 ou M1 en fonction de la nomenclature qu'on utilise, qui, donc du coup, est un passif de la Banque centrale et un actif pour les banques. Cette monnaie de réserve, elle va servir aux banques à finaliser des transactions entre elles. Donc à la fin de la semaine, à la fin de la journée, à la fin du mois, lorsque elles vont faire le netting de leurs engagements, qui va être la représentation des flux qu'il y a eu entre les entreprises et les agents économiques dans l'économie, elles vont s'échanger cette fameuse monnaie banque centrale. Okay. Donc ça, c'est une monnaie que nous, on voit jamais tous les jours. Et juste là, pour le tout départ, la phase d'initialisation de ce système, c'est genre, tu as les différents États de l'Union européenne qui décident d'aller mettre un peu dans la banque centrale et ça représente son passif.
Taxation record. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Inflation galopante. En 2 ans, les produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 21%. Logement hors de prix. Les prix de l'immobilier ont triplé ces dernières années. Corruption généralisée. Désindustrialisation. Effondrement des services publics. Et certaines dépenses de santé seront moins bien prises en charge. Surveillance de masse et contrôle social. La loi sur les Jeux Olympiques autorise désormais que des centaines de caméras soient reliées à un logiciel d'intelligence artificielle. L'État est en faillite et il vient pour votre argent. Il est temps d'épargner dans une monnaie qu'ils ne peuvent ni imprimer ni saisir. Depuis 2013, Bull Bitcoin s'attaque à la racine du problème, le système fiat. Bull Bitcoin te fournit les moyens de reprendre le contrôle de ton argent et regagner ta liberté. Crée-toi un compte en 2 minutes sur leur plateforme et commence à épargner en Bitcoin. Si tu tiens à ton avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand ils viendront te prendre tes actifs pour renflouer leur Ponzi, il sera trop tard. Utilise le lien en description et profite de 25% de réduction sur les frais d'achat et de vente à vie. Numéro 1 du monde, vous vous rendez compte? Il n'y a pas vraiment d'initialisation parce que ce système n'a pas été créé sur une page blanche. Il est arrivé en transition de ce qui existait déjà. Donc, on va dire que à la base, tu avais de l'or dans l'actif des banques centrales. C'est comme ça, avant le choc Nixon, que était essentiellement constitué l'actif des banques centrales, en tout cas pour l'émetteur de la monnaie de réserve, donc pour les États-Unis. Et les banques centrales d'autres pays, par exemple la Banque de France, elle avait des dollars à son actif. Et à son passif, elle avait déjà toujours cette monnaie de réserve, cette monnaie de banque commerciale, et les pièces et les billets. Donc, les pièces et les billets sont vraiment... chaque pièce et billet qui existe en circulation, on le retrouve dans le passif de la Banque centrale. Donc ça, on va dire, c'est le premier étage de la fusée. Et par ailleurs, si maintenant... Donc, il faut vraiment garder un peu cette vision des choses pour essayer de comprendre où on a un actif, donc quelque part des ressources, et un passif, comment ces ressources ont été constituées. Si on regarde au deuxième étage, ce deuxième étage, ça va être les banques commerciales. Les banques commerciales, donc dans leur actif, elles vont avoir, par exemple, les réserves bancaires dont on parlait avant, mais aussi les dettes qui sont contractées par l'économie. Donc, lorsque vous allez, par exemple, demander un prêt hypothécaire pour acheter une maison, pour vous, c'est une dette que vous allez rembourser, et pour la banque qui, elle, reçoit les remboursements, c'est une créance, donc un actif. Donc, si on regarde un bilan de banque, à droite, donc dans l'actif, on va voir... des dettes d'entreprise, des dettes hypothécaires, ce genre de choses-là. Et éventuellement, des actifs financiers. Bon, aujourd'hui, on a des grosses banques qui ont des trading desks, qui ont des participations dans les sociétés financières, qui ont même leur propre hedge fund, etc. Donc voilà, l'agrégation de tout ce bilan, et c'est un truc illisible, hein, mais tout l'actif, ça va être constitué de ça. Et de l'autre côté, le passif, pour une banque commerciale, va essentiellement être constitué des dépôts, des entreprises et des particuliers. Donc, si je reviens à ma création de crédit dans le cadre de l'octroi d'un crédit hypothécaire, donc tu vas à la banque, tu demandes un crédit pour acheter un appartement, donc tu vas peut-être avoir un apport, ok, donc ça tu le déposes, et donc ça c'est une dette pour la banque, parce que c'est de l'argent que tu as déposé chez elle et donc qu'elle te doit, entre guillemets. Et puis, donc mettons que tu vas acheter un bien immobilier qui vaut 200 000 euros, tu vas apporter peut-être 25 000 euros, et tu vas en emprunter 175 000. Les 175 000 que tu vas emprunter, ils sont pas dans un petit coffre au nom d'Alex pour que ça te soit prêté à toi, Victor. Ils vont être créés par écriture comptable, parce que, encore une fois, vu qu'en face, on a mis une créance pour la banque, encore une fois, le crédit hypothécaire que toi, tu vas rembourser, son bilan reste, entre guillemets, à l'équilibre, parce que du coup, elle a émis, elle a crédité ton compte de 175 000 euros, qu'elle a augmenté son passif de 175 000 euros, mais en face, vu que tu lui as promis de rembourser 175 000 euros plus des intérêts, on va dire cette espèce d'alchimie s'équilibre. Et tu mets en gage la maison. Genre, si t'es pas capable de rembourser, elle prend la maison, normalement. Alors, dans le cadre d'un crédit hypothécaire, tu as la maison qui sert de collatéral, de garantie.
Mais en réalité, c'est surtout tes revenus qui viennent garantir que le prêt a une valeur, parce que on va dire la maison est une garantie supplémentaire qui fait que effectivement on va te prêter plus, peut-être un meilleur taux, mais si tu n'as aucun revenu, normalement on n'est pas censé émettre de la monnaie comme ça, parce que toi, on va émettre, encore une fois, 175 000 pour que tu achètes la maison. Mais mettons, tu empruntes sur 25 ans. Aujourd'hui, je sais pas, les taux sont à 3-4%. En fait, sur un échéancier de ce type-là, ton coût de crédit total, ça va peut-être être 275 ou 300 000 euros. Et donc, le delta entre les deux, là, les 125 000, faut bien que toi, tu y viennes de quelque part. Et un banquier, son business, normalement, c'est pas de dire, OK, je te prête une baraque, je te prête de l'argent contre une baraque, et le marché immobilier est haussier, donc la valeur de la maison va augmenter en 25 ans, donc tu vas pouvoir me rembourser. Non, c'est ce qu'il est censé faire, c'est regarder ta solvabilité et voir que tous les mois, tu vas être capable de rembourser 1 000 euros, 1 200 euros, j'en sais rien. Et donc, la vraie contre-valeur du prêt, c'est plutôt tes revenus. Et on va dire la sécurité supplémentaire pour la banque, c'est que si au pire tu te fais virer et qu'au bout d'un moment t'es plus capable de rembourser, il va pouvoir saisir la maison et la mettre en vente. Ok. Donc t'as le deuxième étage de la fusée qui sont les banques commerciales. Et donc encore une fois, la manière dont vous pouvez le voir, c'est que toutes les institutions financières, ce qu'on appelle les institutions de crédit, donc celles qui sont censées créer de la monnaie, leur bilan est toujours le miroir du bilan de l'économie. Donc par exemple, quand moi je regarde mettons le bilan de Bull Bitcoin, alors c'est particulier parce que nous on n'a pas de passif, mais ou presque pas. Mais à l'actif, on va avoir par exemple des bitcoins qu'on a accumulés au fur et à mesure du temps, potentiellement ce qu'on appelle des intangibles, donc la valeur de notre technologie, ce genre de choses là. Je sais pas, des serveurs si on les a achetés, des bureaux si on les a achetés, des choses comme ça. Et au passif, donc encore une fois, c'est la manière dont ces ressources ont été constituées. Et le cash qu'on a dans nos comptes en banque. Et donc, par exemple, au passif, je sais pas si vous avez des dépôts en fiat chez Bull Bitcoin que vous gardez pour attendre de buy the dip, ça c'est de l'argent qu'on vous doit. Donc pour nous, c'est un passif. Une banque, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous, l'argent qu'on a dans nos comptes en banque, qui appartient à Bull Bitcoin, pour nous, c'est un actif. Par contre, cet argent qui est dans les comptes en banque, pour la banque, c'est un passif. C'est pour ça que je dis que c'est le miroir, c'est que chaque euro dans l'économie, normalement, on le retrouve dans le bilan d'une institution financière, d'une institution de crédit, avec cette espèce de système pyramidal ou de fusée à étages, là, où on a d'abord la banque centrale et le gouvernement. Ça, j'y viendrai après pour pas apporter trop de complexité à ce stade-là. Ensuite, les banques commerciales. Et ensuite, on va encore avoir d'autres types d'institutions. Si on prend, par exemple, pour essayer de l'illustrer, des fintech, elles n'ont pas de licence bancaire. Donc, par exemple, elles ne vont pas pouvoir émettre de la monnaie directement. Vous n'allez pas pouvoir aller les voir pour obtenir un crédit hypothécaire. Là, on parle de Revolut, Lydia, ces trucs-là. Par exemple. Alors, Revolut, ils ont une licence bancaire. Mais Lydia, par exemple, Pumpkin, je ne sais pas si ça existe toujours, ce genre de choses-là. Et voilà, et des entreprises comme PayPal ou Revolut, avant d'être des banques, c'était des fintech. Alors, fintech, c'est plus une appellation startup. L'appellation juridique réelle, c'est institution de monnaie électronique ou prestataire de paiement. Et en fait, donc ça, c'est des institutions qui, théoriquement, qui n'ont pas de licence bancaire, donc qui, théoriquement, ne sont pas habilitées à créer de la monnaie. Et quand je dis elles ne sont pas habilitées à créer de la monnaie, c'est-à-dire que le dépôt que tu as dans une institution qui a une licence bancaire, c'est considéré cours légal. Donc, c'est-à-dire que si tu vas, par exemple, voir, t'as une dette, tu vois, je sais pas, t'as pas payé ton plombier, il y a un huissier qui vient chez toi. Normalement, le fait que le crédit de ton compte passe au compte du plombier, ça éteint la dette. Donc ça, c'est, on va dire, d'un point de vue jargon économique, la définition de la monnaie dans le système fiat. C'est la capacité à éteindre une dette. Et donc, ça a vraiment cours légal. Par contre, si tu lui dis, je veux te payer depuis mon compte Lydia, il n'est pas obligé d'accepter. Ça n'a pas la valeur de monnaie. Donc, quand tu dis, je veux payer depuis mon compte Lydia, c'est, si on prend le bilan de Lydia cette fois, c'est l'argent que Lydia te dit qu'ils te le doivent. Et en pratique, si tu veux interagir avec une monnaie à cours légal et donc qui soit acceptée
juridiquement par n'importe qui. En fait, Lydia va te faire un virement bancaire et donc elle va passer par le bilan de la banque. Et donc, à toute fin pratique, ces institutions qui existent dans le système financier, qui nous servent à effectuer des transactions, des relations économiques, etc. Les fournisseurs de cartes bleues en font partie aussi, par exemple. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt, en fait, enregistrer des soldes pour le compte de leurs clients et ensuite passer par le bilan bancaire. Donc, ils vont avoir une banque, par exemple, je sais pas, mettons la BNP. Et donc, ils ont, pareil, eux-mêmes un certain nombre d'actifs et les balances de leurs clients qui sont leurs dettes. Eux, ils ont un système interne, un autre ledger, dans lequel ils vont autoriser, par exemple, que tu rembourses à Victor pour le steak que vous avez mangé ce midi, etc. Mais la finalisation elle-même va se faire au niveau du bilan de la banque, puis la finalisation entre les banques elles-mêmes vont se faire au niveau de la banque, du ledger de la banque centrale avec cette fameuse monnaie commerciale. Et donc, en fait, en fonction de l'étage où t'es, t'as plus ou moins de contreparties qui vont être mises en jeu pour arriver à une finalité de paiement. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut voir ça un peu en système en layer, comme on le fait dans Bitcoin, ou finalement, dans des systèmes de layer 2 comme Lightning, tu vas avoir plutôt une réconciliation au niveau de Bitcoin lorsque tu as fermé un canal, pour finaliser totalement les paiements qui ont eu lieu sur Lightning. Et de la même manière qu'un Wallet of Satoshi est une sorte de layer 3, exactement, où ils ont leur banque, c'est le Lydia en fait. Exactement, c'est exactement Bitcoin, ça. Et tu vois, tu peux imaginer encore plus de layers à ça. Et en fait, quand on a eu toute cette période après la crise de 2008, on a mis des taux à zéro. En fait, on a mis énormément de liquidités dans le système. Et on a également incité de la génération de crédit tous azimuts, parce que finalement, si le coût de l'emprunt est très très faible, tu vois, si dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, t'empruntes 175 000, mais que le coût de crédit sur 25 ans, ça va juste être 225 et pas 300, t'as plus d'incitation à emprunter. Et donc, il y a plein d'entreprises qui ont généré du crédit sans vraiment être des banques, et qui ensuite l'ont utilisé dans l'économie pour fournir des services. Donc, par exemple, tu prends les concessionnaires automobiles ou les constructeurs automobiles, de plus en plus, ils ont facilité l'achat de véhicules en fournissant des crédits. Et en fait, là, c'est pas une banque qui te prête, c'est eux qui te prêtent à travers leur bilan. Et le fait qu'en fait, ils ont ils ont beaucoup de liquidités, ils ont un bilan tellement large, etc., que, en gros, ils te donnent le véhicule et ensuite, ils échelonnent le paiement du véhicule à ton prêt, et auprès du client. Et d'une certaine manière, le truc qui est très particulier dans ce système, et ce dont on parlait dans la discussion avec David, c'est que ils peuvent aussi entre guillemets déplacer le risque que le client, par exemple, ne rembourse pas, etc. Parce que ce crédit auto, donc qui est un actif dans leur bilan, comme mon histoire avec la banque, ils peuvent aussi le titriser. Donc là, ils vont faire appel à une institution financière qui a vraiment déjà un savoir-faire et une licence pour ça, qui va structurer ça comme un produit obligataire. Donc fondamentalement, il y a une obligation de payer tous les mois une certaine somme jusqu'à une certaine durée. Donc c'est vraiment comme quand l'État emprunte de l'argent, entre guillemets, vous pouvez le penser comme ça. Ça va être créé sous forme de titres financiers. On peut rassembler ces titres financiers les uns avec les autres dans des produits plus complexes, de manière à diversifier le risque, parce que ça va pas être dans le même pays, ça va pas être le même profil de consommateur, ça va pas être la même durée d'emprunt, ça va pas être les mêmes valeurs de remboursement tous les mois, etc. Et du coup, on va pouvoir les packager, les assembler pour faire des titres financiers qui vont avoir un profil spécifique, qui vont correspondre aux besoins d'institutions comme des assurances, comme des banques, comme des fonds d'investissement. Et toute cette chaîne de titrisation, d'initiation du crédit, etc., c'est beaucoup développé à la fin des années 90 et au début du 21e siècle, au point que si je prends un exemple concret, par exemple, je crois je sais plus si c'était en 2021 ou en 2022, il y a je crois que c'était un article dans Bloomberg qui mentionnait que
les balances sur les cartes Starbucks équivalaient à 5 ou 6 milliards d'euros. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a des... Donc, un peu comme mon histoire avec Bull Bitcoin, vous avez déposé de l'argent chez Starbucks parce que vous dites, OK, je vais acheter des cafés, etc., pendant la semaine, le mois et tout. Bah, eux, du coup, ils ont sur leur bilan 6 milliards de liquidités qui quelque part, qui vont... Qui dorment. Ouais, qui dorment, mais surtout qui vont pas être retirés par les clients. Ça va être utilisé pour acheter des cafés. Et eux, ils fabriquent des cafés. Donc, en fait, fondamentalement, ils ont fait une sorte de pré-vente et ils peuvent utiliser cette liquidité pour, en fait, par exemple, fournir du crédit, acheter des titres financiers et donc financiariser de plus en plus leur activité et récupérer des revenus financiers par opposition à des revenus d'exploitation. Quand ils vendent des cafés, c'est des revenus d'exploitation, c'est leur cœur de métier, ils vendent des cafés à des clients. Par contre, quand ils utilisent l'argent qui est à leur bilan pour acheter des titres financiers, pour faire des prêts, pour faire des opérations, etc., qui sont purement financières et qui vont générer des revenus, c'est des revenus financiers. Et on est arrivé à un point récemment dans l'économie où beaucoup d'entreprises, que ce soit les constructeurs automobiles, que ce soit des grands retailers comme Macy's, comme Carrefour, ou que ce soit des grosses entreprises comme Starbucks, ont plus presque de revenus financiers, voire même dans certains cas ont plus de revenus financiers qu'ils n'ont de revenus d'exploitation. Pour plein de raisons qui sont fascinantes, mais la plus centrale, on va dire, c'est que les taux d'intérêt zéro créent une concurrence à outrance parce qu'on considère qu'il y a un capital infini. Donc, on incite les boîtes à faire de la consolidation, à investir énormément, à baisser les prix au maximum, à prêter presque aux clients pour qu'ils puissent acheter leurs produits. Et donc, ça a un effet déflationniste d'une certaine manière, même si ça peut paraître un peu paradoxal, parce que on nous apprend que plus les taux d'intérêt sont bas, plus les gens empruntent, plus ça crée de monnaie, donc ça devrait créer de l'inflation. Mais ça crée plutôt de l'inflation sur les actifs, là où à l'inverse, dans la microéconomie, donc dans la concurrence vraiment entre les entreprises, les décisions d'allocation de capital et la concurrence au niveau des prix pour essayer de gagner des parts de marché, ça va plutôt créer un système dans lequel on va essayer de gagner le plus de parts de marché possible à court terme en empruntant beaucoup, qui va être payé plus tard. Et donc, c'est une sorte d'effet déflationniste. Où c'est un peu ce qu'on voit avec avec Amazon, avec on va dire toute l'économie moderne où on a quand même de plus en plus de choses dont les prix baissent. C'est à la fois les gains en productivité amenés par la technologie, mais aussi des gains en productivité qui sont amenés par des économies d'échelle du fait que les entreprises se consolident, du coup elles peuvent internaliser de plus en plus de fonctions, gagner des parts de marché et faire même du dumping par les prix, casser les prix. Vous regardez par exemple WeWork ou des entreprises comme ça qui ont essayé de fournir des services mais à des prix défiant toute concurrence, ou des Deliveroo, des Uber, pour essayer de gagner le maximum de parts de marché, tout en ayant la possibilité, parce qu'il y avait une infinité de capital, de lever des fonds quasiment sans limite, et en disant à leurs investisseurs ou aux banquiers qu'il y avait derrière, mais de toute manière, vous inquiétez pas, une fois qu'on sera en monopole, on va monter les prix, et là, on aura des marges. Aujourd'hui, on perd de l'argent tous les quarters, mais un jour, on aura des marges. Donc ça, à l'échelle de l'économie, c'est un effet déflationniste, tu vois. Si je regarde, par exemple, une course de taxi en 2008 ou un Uber en 2014, au nombre de kilomètres effectués, et même si je réintègre là-dedans la qualité de service et tout, le consommateur a énormément gagné. Ça, c'est un effet qui est apporté par les taux d'intérêt zéro, parce que fondamentalement, les VC peuvent toujours lever de l'argent et enfiler de plus en plus à Uber pour qu'ils aient une stratégie de conquête du marché absolu, même s'ils le font à perte au début, et qu'ensuite, une fois en situation de monopole, ils puissent augmenter les prix. Mais là, du coup, tu tues les petits et t'induis une forme quand même de distorsion de marché de par la facilité de crédit. Exactement, c'est-à-dire que la manipulation des taux d'intérêt va avoir un effet sur la typologie des entreprises que tu vas trouver dans le marché. Et alors bien sûr, il y a des effets qui sont liés à on va dire de l'économie réelle, c'est-à-dire que évidemment, quand tu as les smartphones, quand tu as l'algorithmique qui se développe, la baisse du prix du calcul informatique, la baisse du prix du stockage, une augmentation de la connectivité, tous ces facteurs-là, donc ce que j'appelais les facteurs de productivité réelle, vont aussi avoir une incidence parce qu'ils vont plutôt favoriser ceux qui sont capables justement de récolter beaucoup de données, comme un Uber, et donc d'avoir un algorithme qui va être plus performant que celui de ses concurrents pour dispatcher ses chauffeurs et s'assurer que, en un claquement de doigts, lorsque je commande une course, je vais trouver un chauffeur rapidement parce que j'ai un algorithme prédictif qui va permettre de dire au chauffeur « faut que tu te balades par là parce que c'est à cet endroit-là que tu vas obtenir des clients ».
Donc, t'as quand même des facteurs réels. Mais il y a aussi cette logique, on va dire, de consolidation. Et d'ailleurs, le M&A, la fusion et acquisition, n'a jamais eu de période aussi fructueuse et aussi, aussi où il y avait autant de deals que dans la période qui a suivi la crise de 2008 jusqu'à la période Covid. C'est pas pour rien. C'est parce que effectivement, avec des taux d'intérêt zéro, t'as une liquidité infinie, donc tu peux financer des deals dans tous les sens. Et donc, tu as intérêt à financer des entreprises qui ont déjà une position de leader sur leur marché pour qu'elles rachètent petit à petit leurs concurrentes, puissent consolider le truc. Et donc, pour revenir à mon point initial, ça induit une baisse des prix à la consommation dans certains secteurs en tout cas. Et qui s'accompagne aussi d'ailleurs parfois par une baisse de la qualité, parce que bon, à partir du moment où la boîte elle est en monopole, ils en ont plus rien à faire que les clients soient satisfaits. Et comme on le sait, en général, c'est plutôt la concurrence qui va garantir que tu vas avoir une offre pas trop uniforme, qui correspond bien aux attentes du consommateur, avec un rapport qualité-prix assez correct. Et fondamentalement, tout ça, c'est un effet des ZIRP, des Zero Interest Rate Policy, des politiques de taux d'intérêt zéro, et qui comment dire, peut aussi exister parce que même si tu vends à perte, même si tu as sur ton compte de résultat à la fin de l'année, tu as un revenu d'exploitation qui est négatif parce que en fait tu marches pas assez sur les cafés, ou que tes fringues Zara tu les vends, il y a zéro marge dessus ou quoi que ce soit, ou tes courses beurre tu les vends à perte parce que tu vas donner peut-être presque plus d'argent au chauffeur que tu en as pris aux clients. En fait, si les clients ils laissent de l'argent, comme dans mon exemple chez Starbucks, et qu'ils te mettent 6 milliards en dépôt, ou que par exemple comme chez Macy's, tu peux emprunter à Macy's pour pouvoir acheter des produits dans son magasin. En fait, Macy's ils vont gagner des revenus financiers parce qu'ils te prêtent de l'argent pour acheter leurs propres produits. De la même manière, Starbucks vont gagner des revenus de placement parce qu'ils peuvent placer leur trésorerie dans des produits structurés, dans des money market funds ou des choses comme ça. Et finalement, ça va compenser la perte de revenus d'exploitation. Et donc, tu te retrouves dans une économie qui paraît un peu absurde où, en fait, les boîtes ne font pas de revenus, de profit à partir de leur cœur d'activité, mais elles en font par un biais détourné qui est lié à une position dominante et une capacité de financiarisation extrême dans une économie où il y a une demande en fait quasiment infinie pour de la titrisation et des jeux financiers un peu artificiels comme ça. Donc ouais, pour juste situer, c'est pour ça qu'on voit autant de boîtes dès que tu te crées un compte Uber, un compte Amazon et tout, ils t'incitent autant à charger ton compte, à le précharger, quitte après à te faire des offres de fou si tu payes en points Amazon, Uber, je sais plus, ils ont un système pareil. C'est du coup, c'est ce mécanisme qu'il y a derrière, c'est pour ça qu'il y a autant d'incitations à venir prendre son cash, le mettre sur la plateforme et derrière après pouvoir le redépenser parce que eux derrière ils prennent ça et ils appliquent les mécanismes que tu décrives. Exactement. Ou même si tu regardes par exemple Lydia, l'exemple qu'on a pris, c'est une entreprise qui, lorsqu'elle s'est créée, au début, moi je me rappelle, j'étais en école de commerce, ils visaient énormément les écoles de commerce, ils étaient partenaires de plein d'événements, ils donnaient facilement de l'argent à des associations, etc. Et au début tout était gratuit. C'est-à-dire qu'à part quand ils ont lancé leur carte, qui je crois au début, qui je crois était payante, quand tu faisais un transfert Lydia à quelqu'un, ça coûtait rien de créer un compte, etc. Mais ils ont quand même des serveurs, ils ont quand même des employés, il faut quand même payer tout ce marketing et ces sponsoring et ces partenariats, etc. Et en fait, le business model, c'était de dire exactement ce que j'expliquais avant, on va faire de la croissance, on va avoir du coup des cash balance parce que je vais garder de l'argent sur Lydia parce que c'est commode pour pouvoir rembourser mes potes à la fin de la soirée. Et en fait, avec une certaine taille, au bout d'un moment, je vais être capable de placer ce cash sur des comptes en banque ou dans des bons du trésor américain ou sur des OAT français ou des choses comme ça. Ça va me rapporter un yield. Par ailleurs, ces clients sur lesquels je vais récolter des données financières et des données de consommation, je vais pouvoir les monétiser. Par ailleurs, si j'ai suffisamment de clients qui utilisent de manière récurrente l'application, je vais pouvoir au bout d'un moment leur vendre d'autres produits financiers ou d'autres services financiers, une carte bleue, des choses comme ça, etc. Et donc, il y a une logique de développement de start-up où tout ce qui compte, c'est les parts de marché. Le profit, on verra plus tard, mais vraiment plus tard. Et donc, c'est un peu... là, je reviens à mes histoires d'économistes autrichiens. C'est un peu ce qu'on a déjà raconté souvent sur votre chaîne, c'est-à-dire que c'est cet effet où, en plaçant les taux d'intérêt en dessous de leur valeur de marché, en fait, on incite les gens à avoir des préférences temporelles
hyper longue, c'est-à-dire que encore une fois, c'est tant l'investisseur que l'entrepreneur, ils peuvent reporter le point dans le temps auquel ils vont réussir à générer du profit très très loin. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas une réalité qui est amenée par le marché du capital, c'est-à-dire la rencontre de la demande pour le capital et de l'offre d'épargne. C'est-à-dire que du coup, t'as le consommateur qui, lui, n'a pas d'épargne parce qu'il est incité à avoir des préférences temporelles hyper courtes puisque voilà, son épargne se dévalue et qu'il y a beaucoup d'inflation. Et en même temps, de l'autre côté, les entrepreneurs qui, eux, empruntent le capital sont incités à agir comme si on avait une infinité de capital et que donc leur plan de production allait pouvoir être soutenu et qu'ils allaient pouvoir continuer à développer leur entreprise et à investir jusqu'à ce point de rentabilité qui est très loin dans le temps. Et pourtant, et du coup, ce qui arrive assez fâcheusement, je prenais l'exemple de WeWork, c'est qu'en fait, en réalité, ce capital n'est pas disponible. Et donc, ils peuvent pas perdre de l'argent pendant 20 ans avant d'obtenir un profit et d'avoir une rentabilité réelle par l'exploitation. Et du coup, ils font faillite et puis ça a les conséquences qu'on connaît, avec normalement des cycles économiques qui viennent purger les excès et on va dire les WeWork de ce monde qui ont agi avec ce faux signal d'information. Sauf que, voilà, parce que tu as les banques centrales qui empêchent les taux de remontée, qui refinancent lorsqu'il y a un trou dans le bilan, qui vont garantir les obligations de ces entreprises-là ou les engagements qui ont été pris parce que sinon ça ferait un trou dans le bilan des banques et ça les mettrait en faillite et ça ferait disparaître les dépôts. Donc l'argent dont on parlait au début, dont a besoin Victor pour acheter son appartement ou Madame Michu sa baguette de pain. T'as ce système où le Fed put, comme on dit, le fait que les banques centrales se mettent en garantie derrière tous les engagements financiers fait qu'il n'y a jamais de purge des excès et de réajustement et donc il y a presque plus de business cycle aujourd'hui, mais c'est surtout parce que les banques centrales l'empêchent. Okay. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'était intéressant. Alors là, on a vraiment super divagué. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce que tu dis, c'est contraire un peu à la doxa où on dit qu'aujourd'hui, les entreprises ne recherchent que le profit. Au final, ce que tu nous dis, c'est quand même un petit peu différent. En tout cas, ils ne recherchent pas le profit d'exploitation auquel tout le monde pense quand ils vendent quelque chose, mais ils recherchent une autre forme de profit qui est au final le profit financier. Quand je dis financier et d'exploitation, c'est au sens du bilan, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est intéressant parce que ça explique, je trouve, beaucoup de mécanismes et surtout de grosses entreprises de la façon dont ils nous vendent les choses. Et je trouve que ça permet de réaliser certains trucs intéressants. En fait, elles recherchent une position dominante. Ouais. Il y a que celles qui sont dans une position dominante aujourd'hui qui vraiment génèrent du profit. Donc, je sais pas, tu prends Apple, par exemple. Ok, ils ont des concurrents sur le marché des smartphones, mais ils ont un positionnement où il y a personne d'autre. Et effectivement, ils peuvent se permettre d'augmenter le prix de leurs produits chaque année, sans que ce soit forcément attribuable à une vraie augmentation de qualité, parce que voilà, ils ont peut-être 1 milliard de personnes dans le monde qui sont lock-up, qui ne voudront pas changer. Donc eux, ils ont atteint le Graal dans l'économie à taux d'intérêt zéro, c'est la position dominante qui te permet de traire le client ad vitam, quoi. Uber, je crois qu'ils ont eu leur premier profit dans leur histoire en 2023 ou 2024. Ouais, c'est très récent. Ouais. Et donc ils ont passé, et l'entreprise a été créée, si je dis pas de bêtises, en 2010 ou 2011. Donc ils ont quand même passé 13 ans à perdre de l'argent pour construire une position dominante. Et durant cette période, ils ont tout fait pour tuer leurs concurrents, les Lyft, les Hitch, les je sais pas quoi, justement en cassant les prix, en perdant de l'argent, en faisant de la publicité de manière hyper agressive alors qu'ils n'avaient pas les moyens pour faire ça. Et fondamentalement, effectivement, c'est une bonne remarque, tu as ce discours ambiant les méchants capitalistes cupides qui ne pensent qu'au profit. Mais en réalité, dans cette économie complètement manipulée, il n'y a plus trop de capitalistes. C'est-à-dire que des entreprises comme la nôtre qui mettent le profit comme considération première pour obtenir de la soutenabilité, ça n'existe pas parce que finalement, ce qui compte, c'est d'avoir accès au marché de capitaux et de pouvoir se refinancer à l'infini et d'avoir une stratégie de croissance jusqu'à obtenir une position dominante. Et à l'inverse, on pourrait presque retourner le truc et dire le problème dans notre économie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes qui sont intéressés par le profit parce que à ce moment-là, ils prendraient des décisions d'investissement
et de création de produits, de mise sur le marché, de conception, qui serait bien plus au bénéfice du consommateur. Si tu prends un autre exemple, l'industrie pharmaceutique par exemple, c'est un peu ça. C'est je vais devenir super gros, essayer de racheter des petites fintech ou des petites biotech ou alors des laboratoires plus petits qui ont des brevets sur certains médicaments qui ne sont pas substituables. Et une fois que je les ai rachetés, et ben là j'ai un monopole sur une certaine molécule ou sur un certain médicament qui potentiellement par exemple peut être absolument nécessaire pour des traitements de maladies mortelles. Et je vais faire monter le prix d'année en année, d'année en année, d'année en année. Genre l'insuline et tous ces trucs. Exactement. Il y avait une boîte, comment elle s'appelle déjà en 2014, je crois que c'est Valeant, non? Ouais, pour la thyroïde là, non? Ils avaient racheté en fait une entreprise qui avait un monopole sur un principe actif qui est nécessaire pour guérir la maladie de Wilson, qui est une incapacité à métaboliser le cuivre, je crois, ou le zinc, quelque chose comme ça. Et donc c'est un truc, à terme t'en meurs. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints de ça. Et c'est une molécule qu'on a découvert il y a très longtemps, qui a jamais coûté très cher. Et en fait, l'entreprise en question, Valeant, c'était des spécialistes de la fusion-acquisition. C'est-à-dire qu'ils avaient, je crois, moins de 1% de leurs revenus qui étaient investis dans la recherche. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était lever de l'argent, se leverager de plus en plus et racheter des boîtes juste pour les brevets qu'elles avaient, virer tous les chercheurs, virer tous les labos et ensuite monter le prix de leurs produits, etc. Belle merde. Et ça, c'est ce que les gens, on va dire, qui ont une sorte de compas moral et qui tiennent le discours que tu décrivais, c'est ça qu'ils vont dénoncer. Mais cette manière d'agir est anticapitaliste, en fait. Si tu cherches avant tout, entre guillemets, le profit et non pas la position dominante, qui, par exemple, dans le cas des médicaments, est accordée parce que tu peux avoir des brevets sur de la propriété intellectuelle et donc tu crées un monopole artificiel. Et tu vois, les médicaments génériques, par exemple, où il n'y a pas de possibilité de créer un monopole artificiel défendu par les tribunaux, c'est les médicaments les moins chers, les plus accessibles et donc les plus bénéfiques au monde entier, parce que c'est ceux qui permettent d'augmenter la santé au coût le plus bas. Donc c'est l'inverse du capitalisme qui crée ça. C'est pas la recherche de profit. Ouais. Là, on s'est bien écarté. Voilà, là, je voulais voir si j'arrivais à vous amener le plus loin possible du sujet. Salaud. Voilà. Je me dis, punaise, comment il va réussir à venir sur ses pattes et nous expliquer comment il crée la monnaie? Je sais même plus de quoi on parlait au début. Mais du coup, non. Mais c'est super intéressant en tout cas. Si on vient à la création monétaire, parce que là, on était beaucoup plus dans les effets délétères de la création monétaire dans le système fiat. C'est important de le rappeler, parce que à force de dénoncer la création monétaire, il y en a qui se rendent peut-être pas compte aussi de ce que ça produit. Donc je pense que là, c'est clair. Mais tu vois, le livre qu'il y a derrière toi, là, le Fiat Standard, de Saïf Zinamous, explique bien, avec différentes industries, comment explique bien ce dont on parlait, quoi. Et notamment, il y a pour revenir à la création monétaire, promis, j'arrête les digressions. Sinon, on finit à minuit, hein, c'est tout. C'est toi, là. Il explique au début, quelque chose que je trouve très juste, qui m'avait dit d'ailleurs de vive voix, que, en fait, Bitcoin, c'est beaucoup plus facile à comprendre que le fiat stack. Ouais, je confirme. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, lorsqu'on découvre Bitcoin, est là, waouh, la blockchain, les courbes elliptiques, c'est super compliqué, le consensus de Nakamoto. Mais en fait, vous pouvez passer 10 ans à essayer, en ne faisant que ça, de comprendre comment fonctionne le système financier et le système bancaire international. Je mets ma main à couper que vous n'arriverez pas à le comprendre dans le détail. Personne n'arrive à vraiment maîtriser tous les angles, et notamment parce que on esquive nos questions. Notamment parce qu'on esquive nos questions. Oui, et puis aussi parce que, comme disait Paul Volcker, l'ancien président de la Fed, et un gars qui a été l'architecte de ce système post-Nixon shock, disait, lui, il l'appelait le non-système. C'est quelque chose de très juste, parce que c'est pas un système qui a été pensé de manière consciente par des politiciens, par exemple, où ils ont dit tiens, on va avoir les banques centrales qui font ça, puis les banques commerciales qui font ça. En fait, c'est un système où, dans la recherche de leur intérêt, les différents agents
qui font partie du système financier vont créer des nouvelles manières de créer du crédit, de le titriser, de répondre à des contextes financiers, donc par exemple les taux d'intérêt zéro et donc à une demande de titres financiers ou de choses comme ça. Et en plus avec des régulations qui changent, des grands événements politiques, tu vois, la chute du mur, et t'as l'ensemble de l'Asie qui arrive dans l'économie mondiale, etc., etc. Donc t'as plein de moving parts, tu vois, il y a plein de composants qui agissent les uns avec les autres pour changer les incitations des gens dans le système, qui en plus vont faire du lobbying et essayer de changer les règles, etc. Et puis des politiciens qui vont être poussés par le jeu démocratique à essayer de créer de nouvelles lois, soi-disant, pour protéger les gens et tout. Et donc, en fait, tout ce système de création de crédit, de titrisation, d'investissement, de circulation des flux, c'est un peu émergent dans un contexte où tout change tout le temps. Mais du coup, ce que tu décris là, on parle vraiment du système qui a émergé, donc post-71, ce que nous, on appelle du coup le shadow banking, enfin ce qui est appelé généralement le shadow banking, donc l'espèce de marché parallèle. Non, c'est pas le marché de l'euro-dollar que tu décris ? Non. Ok, parce que justement, j'ai l'impression, dans l'impression qu'on avait, et c'est un peu vers là où on voulait tendre, c'est que ce marché-là a un peu émergé spontanément, comme on aime bien le dire, et naturellement, en réponse au système régulé, traditionnel qu'on décrit en permanence. Ouais, alors en fait, le shadow banking, si je reviens aux explications qu'on donnait avant, ça va être la partie Macy's, Starbucks et concessionnaire auto, entre guillemets. Mais pas exactement dans la manière dont... Pas exactement par les activités que j'ai expliquées tout à l'heure. En fait, pour reprendre le sujet à la base, du coup, on a des règles qui vont encadrer la manière dont fonctionne une institution de crédit. Donc une banque, par exemple, lorsqu'elle va émettre, encore une fois, un prêt à Victor, elle doit structurer son bilan d'une certaine manière, notamment en respectant, par exemple, ce qu'on appelle les règles de Bâle, qui vont déterminer la quantité de réserve qu'elle doit obtenir, les titres qu'elle doit avoir à son bilan en fonction de son passif et du profil de risque qui est considéré qui est attribué aux actifs en question. Et donc, elle a des contraintes, entre guillemets. Maintenant, il y a des gens assez malins qui se sont dit, oui, mais quelque part, si on faisait en sorte que le crédit ne soit pas vraiment émis par la banque, on pourrait esquiver ces contraintes et du coup prendre encore plus de levier, c'est-à-dire avec un capital X, créer encore plus de crédit sur lequel on va toucher des revenus, des intérêts, donc avoir une rentabilité. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà émergé en fait durant la période qui a mené à la crise des subprimes. Et c'est ce qui faisait que c'était quasiment impossible de contrôler l'étendue du risque dans le système. C'est qu'en fait, une grande partie de la titrisation, de la création de crédit et de la dissémination des produits financiers se passait en dehors des institutions régulées d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez... Je vais prendre un exemple avec les mains. Si vous êtes un expert de ces sujets-là, ne m'en veuillez pas trop. Il va y avoir des approximations, mais c'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Prenons Deutsche Bank. Ils vont avoir un courtier à Miami qui va leur amener des crédits hypothécaires pour des particuliers américains qui ont cherché à obtenir un crédit pour avoir une maison. Ce courtier, il va vendre ses crédits à Deutsche Bank. Deutsche Bank, il va les structurer, donc il va les porter à un bilan de ce qu'on appelle un Special Purpose Vehicle qui va créer dans les îles Vierges britanniques. Donc, ce Special Purpose Vehicle, c'est une autre entité, c'est une autre corporation qui, elle, n'est pas une banque. Et du coup, qui est juste... c'est une boîte aux lettres, il y a personne qui travaille dedans, etc. Mais dans son bilan, on va lui amener ces actifs-là. Et peut-être un peu de cash, un peu de capital, etc. Du coup, cette entité, elle a un actif, mais elle n'a pas de passif. Donc, elle va pouvoir aller sur les marchés financiers et lever de l'argent. Ou aller voir une institution de crédit et lever de l'argent et obtenir du cash, etc., qu'elle va ensuite pouvoir investir et effectuer d'autres activités, etc., etc. Fondamentalement, du coup, vu que les crédits hypothécaires sont sortis
du bilan de la banque, ils sont pas soumis au ratio de Bâle, et elle a pu restructurer son bilan de manière à avoir moins de choses à son passif, et donc à avoir moins de risques tels que c'est analysé dans le cadre de la réglementation. Et donc, opérationnellement, c'est un avantage concurrentiel qu'elle va avoir vis-à-vis de ses clients. Donc, du coup, mon special purpose véhicule, qui est un peu dans l'éther, quoi, il est en dehors du système, et lui, il va avoir un bilan, il va pouvoir lever des capitaux, il va pouvoir s'adresser sur des marchés de refinancement pour obtenir de la dette, effectuer des investissements, prêter de l'argent à des particuliers pour acheter des baraques, etc. Il va pouvoir faire tout un tas de choses, et notamment, surtout, il va pouvoir lui-même, en fait, se revendre à des investisseurs sous forme de produits financiers qui vont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, correspondre en termes de structure, c'est-à-dire quand est-ce que le principal va être payé, quelle est la maturité, quels sont les cash flow payments qui vont être effectués tous les mois, donc la rentabilité du produit et les cash flows associés au produit tous les mois, quels sont les profils de risque des crédits qu'il y a à l'intérieur du produit, de manière à ce que ce soit suffisamment diversifié. Donc, en fait, il va pouvoir se titriser et du coup être vendu à des investisseurs qui, eux, par exemple, gèrent un fonds de pension et vont avoir besoin d'une structure de cash flow qui va correspondre à leur structure de dette. Si, par exemple, tu es un fonds de pension japonais, tu as une démographie qui est très, très vieille, donc tu as beaucoup de gens qui arrivent à la retraite, très peu de jeunes actifs. Donc tu as beaucoup d'argent parce que t'es au Japon et que c'est un des pays où il y a le plus de capital financier au monde. Mais par contre, tu vas avoir beaucoup de décaissements à effectuer tous les mois pour tous les gens qui arrivent à la retraite et qui vont avoir besoin du paiement de leur pension. Et donc, toi, tu vas t'adresser à Deutsche Bank, entre guillemets, et leur dire, OK, moi, j'ai besoin d'un produit comme ça. Et Deutsche Bank, encore une fois, c'est très schématique, mais Deutsche Bank, lui, elle va être capable de créer Special Purpose Vehicle et de créer une sorte d'assemblage, finalement, de crédit hypothécaire, de crédit auto, de crédit hypothécaire avec une durée de 4 ans, avec une durée de 10 ans, certains où on va payer le principal à la fin et 0 intérêt pendant la durée du crédit, d'autres où on va payer des intérêts tout le long et le principal à la fin, ce qu'on appelle un crédit in fine, etc. Donc, on peut structurer ça n'importe comment. On peut même séparer la partie paiement du principal, la partie paiement des intérêts en 2 instruments différents, les combiner avec d'autres. C'est vraiment des Lego. Tu fais ce que tu veux. Et tu structures ça dans les îles Caïmans, à la Barbade, à Hong Kong, sur des territoires offshore. Et en fait, ça fait que, en face de tous ces crédits, donc il y a un risque. Il se peut que mon mec à Miami ne rembourse pas. Normalement, si j'opérais dans le cadre vraiment du système bancaire, je devrais mettre du cash en face. Je devrais garder des réserves bancaires. Donc, je devrais immobiliser du capital. Et ça, pour une banque, ça a un coût. Parce que cette banque, elle préfère l'investir ailleurs, le filer à des traders pour qu'ils fassent des opérations, le filer à son département de M&A pour qu'elle puisse payer des gens qui vont obtenir des deals pour des fusions-acquisitions et des choses comme ça. Mais juste garder ce cash dans son bilan sans rien en faire, ça l'arrange pas tellement. Et donc, avec ce Special Purpose Vehicle, en étant dans le système offshore, il y a 0 cash à mettre en face, puisqu'il n'y a pas de règle, parce que c'est pas une banque. Mais en même temps, le jour où le Special Purpose Vehicle, il a besoin de cash, il peut s'adresser à la banque. Donc, t'as cette espèce de jeu de passe-passe absurde, où en fait, on a créé des règles dans le système financier, mais qui, quelque part, sont contraignantes. Donc, pour être compétitives, les banques essayent de s'en astreindre en jouant sur les juridictions, mais un peu de la même manière que, je sais pas, un Apple va déclarer l'essentiel de ses revenus en Irlande, alors qu'en réalité, les iPhones sont vendus ailleurs. C'est la même chose, d'une certaine manière. C'est de l'arbitrage juridictionnel et réglementaire. Et le problème, c'est que du coup, les règles ne sont pas appliquées, et tu as tout ce système d'initiation et de titrisation du crédit qui a évolué en marge du système bancaire, et du coup, il est en marge des régulateurs, parce que tu peux pas vraiment l'auditer. Tu sais pas ce qui se passe dans ces paradis fiscaux et comment le crédit est créé, quel est le niveau d'exposition au risque, combien de risques il se passe vraiment dans le bilan des banques à cause de ces activités-là. Et ça, en plus, dans les juridictions où, par exemple, si tu regardes, par exemple, le système de shadow banking en Chine,
où on a fait du crédit à la consommation et du crédit immobilier, du crédit auto, un objectif politique hyper important, parce que l'équation politique en Chine, c'est de dire bon bah on va mettre en dictature, mais vous aurez de la prospérité. Donc donner accès au crédit aux gens, c'était super important. Mais alors le système de shadow banking en Chine, personne n'y comprend rien. Le système bancaire chinois est d'une opacité incroyable, et en plus c'est un mélange privé-public très compliqué, où parfois t'as un gouverneur de province qui arrive et qui te dit tiens, crée-moi une ville ici, t'as pas le choix, tu vois. Enfin, donc et ça à l'échelle mondiale. Et donc voilà, encore une fois, je prenais l'exemple de la Chine parce que t'as des juridictions qui sont différentes, avec des règles différentes, mais qui sont connectées les unes aux autres. Parce que pareil, tes banques chinoises, elles vont opérer en dollars, elles vont se refinancer sur des marchés offshore, elles vont apporter des crédits structurés d'immeubles d'Evergrande auprès de Goldman Sachs pour se refinancer de temps en temps, ou auprès d'une institution de crédit. Donc tout ça est interconnecté. T'as des marchés de liquidité au milieu, des marchés de repo, des marchés de refinancement, mais c'est illisible parce que t'as plein d'espèces de boîtes noires, de bilans qui sont hors système, qui sont pas auditables et qui font quand même de la génération de crédit et de la titrisation. Et en sachant tout ça, donc si elles sont capables de générer autant de monnaie en contournant le système et surtout les réglementations là, avec le BAL 1, 2, 3, c'est quoi aujourd'hui le vrai pouvoir des banques centrales selon toi? Parce que normalement, c'est de pouvoir influencer sur la trésorerie requise dans chaque banque. Donc elles doivent avoir un ratio là de monnaie de banque centrale avec ce qu'elles émettent, si j'ai bien compris. Alors les banques centrales ne définissent pas ça, elles contrôlent ça. Ouais, elles le contrôlent en donnant les taux auxquels elles peuvent emprunter, c'est ça? Alors ça c'est vraiment la politique monétaire. Mais dans la plupart des pays de l'OCDE, les banques centrales ont aussi le rôle de régulateur des banques. Ok. Donc normalement, elles ont aussi le rôle qui va consister à vérifier que les banques ne prennent pas trop de risques, qu'elles respectent bien les règles de Bâle en question, qui par contre ne sont pas écrites par des banquiers centraux, mais par des politiciens, en général par le lobby bancaire, mais parce que les politiciens n'arrivent pas à comprendre suffisamment dans le détail, donc on a dit aux banquiers, faites des propositions et puis nous on va choisir. Et ensuite, ils font aussi ce qu'on appelle des stress tests, donc c'est-à-dire qu'ils prennent les bilans des banques, ils imaginent des scénarios un peu catastrophes et ils font des simulations pour regarder comment le bilan va se comporter, comment est-ce qu'il va résister dans ces scénarios extrêmes, et ils essayent de vérifier que du coup, il n'y a pas de risque qui est lié à la manière dont la banque agit. Bon, c'est quand même une activité qui est... ça, c'est des choses qui sont... c'est quand même absurde, c'est très théorique. Et surtout que, de ce que tu me dis, vu qu'il y a la majorité de l'activité qui est quand même faite hors bilan, tout ça ne vaut rien, c'est du marketing, quoi. C'est pour dire oui, tout se passe bien, on gère. Mais en réalité, vu que tout se passe hors bilan, le bilan, tout ce qui se passe intra-bilan peut bien se passer avec leurs conneries, mais si hors bilan, et si je dis pas de bêtises, ce qui s'est passé sur les subprimes, c'est ce qui s'est passé. Si tout pète, ça a beau bien se passer, ça a pété quand même. Il n'y avait pas ces trucs-là à l'époque des subprimes. Toutes ces histoires, par exemple, de BAL 3, c'est arrivé après la crise de 2008. Donc, BAL 3 est censé avoir augmenté les ratios de réserve des banques. C'est une manière de dire on va les rendre plus solvables, moins risqués, etc. Et on va dire, en théorie, c'est ce que ça a fait. Sauf qu'en pratique, ça a changé la manière dont on pondérait les actifs par rapport aux réserves. Donc, désolé, c'est un peu barbare, mais en fait, avant, quand on calculait le ratio de réserve d'une banque, quand on calculait son levier, parce que c'est ça, en fait, combien elle a de cash par rapport ou d'équivalent cash par rapport à combien elle a d'actifs, donc de dettes, des dettes de la population, des prêts qu'elle a émis. C'est ça, de prêts qu'elle a octroyés, c'est ça, c'est le risque, tu vois. Combien elle a de risque et combien elle a de cash en face. Parce que si les gens arrêtent de payer, c'est à elle avec le cash de compenser. Ou avec donc son capital à elle. Donc, à l'arrivée de la crise de 2008, on estime que dans le système, il y avait un levier qui était quelque part entre 30 et 100. C'est-à-dire qu'il y avait 100 d'engagement ou 30 d'engagement pour 1 de valeur en cash. Et dans les grosses banques d'investissement de l'époque qui étaient à la source de l'investissement dans les CDO et dans ces produits complexes dans lesquels il y avait des crédits subprime,
On était sur du 30, 40, 50, 60. Le levier x100, ça veut dire quoi? C'est 0,1 de réserve? Non, ça veut dire oui, c'est ça. C'est ça. Hein. 0,0. 99,9%. Ça veut de dire levier, que quoi. si t'as 100 de crédit, donc t'as octroyé 100 de crédit à l'économie, t'as 1 de fonds propres en face pour colmater les trous si jamais il y a des défauts. C'est ça que ça veut dire. Mais BAL 3, c'est du coup, tu dis que ça est censé améliorer, mais c'est un passage où on n'exige plus de cash. Maintenant, c'est des produits AAA qu'on exige. C'était ce qu'on voyait tout à l'heure, je crois. Alors, c'était déjà le cas avant, Okay. mais il y a deux choses. Il y a la constitution des réserves et il y a le capital. Le capital, c'est ce qui a été constitué par l'entreprise. Donc, c'est un élément en comptabilité qui fait partie du passif, normalement, mais c'est quelque chose qui t'appartient. Tu vois, c'est ce qui représente la valeur pure une fois qu'on a purgé toutes les dettes, etc., la valeur passée qui a été générée par l'entreprise, entre guillemets, tu vois. Et c'est ce que t'apportes, par exemple, quand tu crées une entreprise. Et à l'inverse, après, t'as comment ce capital est détenu. Et effectivement, BAL 3 dit aussi, ce capital, il doit être détenu dans des actifs qui sont pas risqués, donc il faut que ce soit des trucs AAA. Mais ça, c'est déjà le cas avant. Okay. Sauf que, en fait, ce que dit BAL 3, c'est que maintenant, vous n'avez plus le droit d'opérer avec un levier pareil, il va falloir garder 8%. Je suis pas sûr du chiffre exact, mais de mémoire, c'est ça. Sauf que les crédits que tu as en face, au lieu qu'on dise, OK, $1 de crédit, c'est $1 d'actif, en fait, on va les pondérer par les risques, selon une nomenclature complètement capillotractée. On va dire, là, par exemple, c'est une mortgage-backed securities, donc c'est un produit qui admet plein d'hypothèques différentes, très diversifiées, où là, c'est de la dette du Trésor américain ou de je sais pas quelle agence fédérale américaine, etc. Donc ça, on considère qu'il y a 0 risque, donc en fait, on la compte 0 dans l'actif. Et en réalité, si on compte avec les règles d'avant, le levier est supérieur dans le système qu'avant la crise. C'est juste que on a fait ce que les Américains appellent du window dressing, c'est-à-dire qu'on a habillé le cadavre pour qu'il ait l'air un peu plus vivant, mais bon, voilà. Par contre, il y a un point qui est intéressant avec ça, c'est que plus le système financier, quelque part, sort de la sphère régulée pour aller dans ces espèces de recoins obscurs, moins on comprend ce qui se passe. Parce que, par exemple, on a des épisodes financiers de temps en temps où, en général, quand il y a quelqu'un qui a un problème, qui a un gros trou dans la caisse, la conséquence, c'est qu'il doit se refinancer. Donc, il doit aller chercher du cash en urgence sur les marchés. Et ça, en général, ça va faire monter les taux très vite. Notamment les taux à très court terme, parce que c'est les taux qu'on utilise pour le refinancement vraiment à court terme. Donc, quand tu vas chercher du cash, pas pour aller construire un projet à 20 ans, mais pour aller vraiment, j'en ai besoin tout de suite, tu vas sur des marchés dont les benchmarks sont les taux courts. Et donc, par exemple, en septembre 2019, à un moment donné, il y a eu un épisode qu'on appelle aujourd'hui la crise du repo, où les taux donc le LIBOR, c'est-à-dire les taux de refinancement intraday à Londres, donc qui est le plus gros marché pour ça, sont passés de 0 à 10% en une heure. Et en fait, quand tu vois un truc comme ça et que t'es trader, tu travailles en risque, en banque, en finance, etc., tu te dis, il y a un mammouth qui vient de sauter. Et en fait, il y a une demande de cash dans le marché qui est tellement grande que les taux sont partis, parce que le prix est fixé à la marge. Donc en fait, s'il n'y a personne pour apporter ce capital, et que le gars en a vraiment besoin pour refinancer ses positions et pas se faire liquider, etc., le taux peut réellement monter à des niveaux hallucinants. Parce qu'on parle quand même de marchés qui sont colossaux. Genre, il y a beaucoup de liquidités. Genre, tu fais pas monter de 10% comme ça. C'est le marché les plus liquides du monde. Ouais, on parle de trillions, là. Et du coup... Quadrillions même. Et du coup, tu avais des rumeurs à l'époque où tout le monde disait « Ouais, JP Morgan a sauté, machin a sauté », mais personne n'a fait un mot de cette histoire. Et en fait, on peut pas trop savoir qui c'est, où c'est, etc., parce que, encore une fois, c'est hors du système régulé, etc., etc. Oui, parce que dans ce cas-là, ça fait référence à une discussion qu'on avait eue sur la chaîne avec quelqu'un d'autre, pour justement éviter, parce que
là, le poisson qui est peut-être en train de sauter, lui, il joue aussi sa réputation, de ce que j'ai cru comprendre. J'essaie d'exprimer ce que je comprends, comme ça tu me corriges. C'est que lui, s'il vient et qu'il arrive sur donc, le marché régulé et qu'il dit à une banque centrale envoie du cash, je vais mourir. Là, tout le monde sait. C'est-à-dire que, en fait, c'est public. On sait qu'il est sur le point de sauter, donc il a besoin de cash. Or, s'il va sur ce qu'on décrit la partie obscure, le shadow banking, là, il peut se refinancer auprès d'organismes qui sont moins publics, et du coup, ça ne se sait pas. Alors, attends, pour se refinancer, il va pas... Le système de shadow banking, c'est un peu autre chose. Il va plutôt aller sur des marchés qu'on appelle les marchés de repo. Donc, c'est des marchés dans lesquels tu apportes du collatéral, pas de la dette américaine, des mortgage-backed securities, des choses comme ça. Et une autre institution financière va te prêter du cash à très court terme. Et effectivement, c'est des marchés qui sont assez opaques, où en fait, tu deals de gré à gré. Et ta réputation est essentielle pour ça, parce que si jamais, effectivement, tu vas voir la banque centrale, t'es Jamie Dimon, tu diriges la plus grosse banque du monde et tu dis là, j'ai besoin d'un crédit, mais genre vite, tout le monde va paniquer et personne va accepter les collatéraux pour te refinancer. Parce que personne ne sait combien ils valent en réalité. Parce que tout le monde sait que si tu as vraiment un problème de crédit, en fait, ça peut avoir ça peut entraîner un risque systémique et un effet domino gigantesque qui fait que cet ensemble structuré de crédits de l'hypothécaire américain, je ne sais pas du tout combien il vaut. Donc moi, le cash que j'ai, je ne vais pas te le prêter, je vais le garder pour avoir ma propre résilience lorsque le tsunami va arriver. Et donc, ça glace les marchés de refinancement. Et donc, effectivement, tu as intérêt à cacher le problème et à essayer de négocier des deals dans le feutré, j'ai envie de dire, pour qu'il n'y ait pas de propagation du risque, parce que ça va contrecarrer ta capacité elle-même à te refinancer. Ensuite, tu as un autre problème. C'est que si le trou, il est dans une activité offshore, la banque centrale, elle n'est pas censée pouvoir te refinancer. Parce qu'elle a un mandat très spécifique et très précis pour octroyer des facilités de refinancement à des entités régulées aux États-Unis qui ont une licence bancaire aux États-Unis, mais pas un balance sheet complètement obscur aux îles Caïmans. Et donc, fondamentalement, comment tu fais ? De toute façon, même si tu vas voir Powell et tout, et que tu lui dis, voilà, là c'est la merde et tout, il va rien pouvoir faire. Ensuite, tu as eu plein d'épisodes, dont l'épisode de LTCM, dont l'épisode de la gestion de la crise financière de 2008-2009 avec les grandes banques d'investissement et les grandes banques commerciales, où finalement les banquiers centraux ont un peu appris de leurs erreurs. Ils savent que dès que c'est public, les gens paniquent, parce qu'ils paniquent, ils vendent, parce qu'ils vendent, les marchés baissent, parce que les marchés baissent, les gens sont liquidés, le risque de crédit augmente, l'illiquidité augmente, et donc le problème s'auto-entretient en fait, parce qu'il y a quand même des boucles de rétroaction psychologique dans les marchés. Et donc, finalement, maintenant, quand il y a des problèmes, ils essayent de tout régler dans le feutré. Parce que ça minimise, en fait, la réaction en chaîne. Et donc, ça rend le problème beaucoup plus gérable. Et en même temps, ça pose dans une démocratie et dans un système où on est censé avoir des check and balance et un contrôle de la part du public et de certaines institutions du risque qui est pris, ça pose des questions assez pratiques et philosophiques qui sont que, mais comment on peut savoir que vous n'êtes pas en train de faire des magouilles monumentales. Donc, pareil, cette histoire de crise du repo en 2019, c'est un énorme mystère. Et alors, il y a peut-être des gens dans le cœur nucléaire de Wall Street qui savent exactement ce qui s'est passé, mais moi, j'en ai discuté avec des gens qui sont assez haut placés dans le monde de la finance fiat et tout. Alors, peut-être qu'ils ils veulent pas me dire, mais tout le monde, c'est un grand mystère, ça excite l'imaginaire. Tout le monde se pose la question parce qu'on se dit, mais qui a bien pu sauter comme ça, et comment ça a été traité, comment ça a été résorbé, parce qu'il y a quand même eu des conférences de presse d'urgence de la part de la Banque centrale, et derrière on a eu le Covid, donc là il y a eu liquidité illimitée, donc c'est peut-être bien tombé du coup. Voilà, peut-être qu'il y a eu de la chance sur le timing. Et pareil, là très récemment, depuis que Trump a annoncé les tarifs réciproques sur tous les pays du monde, à un moment donné, l'indice de volatilité des obligations est monté très très fortement. Je crois que c'était il y a 2 jours ou hier, par rapport au jour où on tourne, on est le 8 avril. Et
Et les taux à court terme sur la dette américaine, donc qui encore une fois servent de benchmark pour les taux de refinancement, sont partis verticaux. Et donc il y a plein de gens dans la presse financière, sur Twitter, etc., qui étaient là. Bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cash très vite là. Ou peut-être c'est juste tout le monde panique. Enfin, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, le système est devenu illisible. Pète le crâne. Mais oui, désolé, on est rentré dans un peu beaucoup de complexité. C'est nécessaire. C'était ce qu'on voulait aujourd'hui. Mais nous, on a toujours les questionnements de à quel moment vraiment la monnaie elle est créée. Genre en fait, c'est qui est-ce qui fait l'action? Pourquoi les États arrivent toujours à se financer? Est-ce que c'est juste parce qu'en fait les banques naturellement elles se sont dit en fait c'est le meilleur actif qu'on puisse avoir, donc on l'utilise. Donc au final aujourd'hui la monnaie c'est juste la dette des États en général. Et même à la fin en fait dans ce jeu-là, Bitcoin il jouerait quoi? Est-ce que il va juste être l'alternative qui au fur et à mesure va capter des liquidités, ou est-ce qu'il va juste être pris au fur et à mesure par le système et devenir un autre collatéral comme d'autres? Et puis le jour où il y aura une crise, je sais pas, étatique ou genre de choses, qui est un État là, c'est plus juste une entreprise, mais c'est un État qui saute. Là, on se met à se dire putain, c'est quoi ces merdes que j'ai dans mon bilan de partout, et ça représente toute la monnaie du monde. Il me faut quelque chose d'autre, et j'ai du mal à voir exactement comment ça se dessine cette histoire. Parce que par exemple, vaste question. Parce Mais que sinon, vas-y, je te laisse. Reprenons à la base. Il y a 3 mécanismes par lesquels de la monnaie est créée. Tu as le déficit commercial, donc un pays importe plus que ce qu'il exporte, et à ce moment-là, du coup, il va devoir aller sur les marchés et entre guillemets vendre sa propre monnaie, mais c'est de la monnaie qui n'existe pas, pour acheter la monnaie qui va régler son solde commercial auprès de la banque centrale correspondante. Donc ça crée de la monnaie. Tu as le déficit public, donc le déficit budgétaire. Donc lorsque l'État français, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, fait 6% de déficit, il émet de la dette, donc il émet des OAT pour financer la différence entre ses revenus fiscaux et ses dépenses. Sauf que ces OAT, ils sont achetés par ce qu'on appelle les primary dealers, en gros des banques, qui sont les seuls qui ont le droit de les acheter sur le marché primaire. Après, n'importe qui peut les racheter à ces entités-là. Et en fait, ces banques-là, lorsqu'elles les achètent, l'argent qu'elles créditent à l'État, il est créé, comme dans mon histoire de crédit hypothécaire. Donc, par effet indirect, c'est de la création monétaire. Et juste pour bien comprendre ce mécanisme, parce que c'est un truc qu'on n'arrive pas à capter, c'est que l'État prévoit un budget en début d'année. Il se dit, cette année, on va dépenser 1000 milliards. Et on anticipe de gagner 800. Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ils partent avec un déficit, dans le cas français. C'est-à-dire que toute l'année, ils vont dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont distribuer des chèques énergie, ils vont donner des aides, ils vont faire des choses avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et à la fin de l'année, quand ils font le bilan, ils se disent, tiens, il manque 200 milliards, c'est à ce moment-là où ils re-remplissent les caisses avec une émission de dette. Tu vois ? C'est un peu la question du timing, moi, que j'arrive pas à capter. C'est quand est-ce que quoi a été mis ? Je sais pas si ça arrive à... D'abord, ils se financent, comme n'importe qui. Donc, ils se financent en amont. Oui. C'est pas pour combler le trou à la fin de l'année. Alors, en fait, d'abord, tu as ce qui est prélevé, ok ? Ouais. En année N, sert à payer le budget de l'année d'après. Ouais. D'accord ? Donc, tu as les recettes fiscales qui arrivent en premier. Après, ils financent le delta. Et après, on apprend combien ils ont réellement récolté. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain ? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque.
Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Ok. Tu vois, et c'est là qu'en fait on arrive à mesurer vraiment à quel point les estimations étaient bonnes ou pas bonnes. Mais t'as une sorte de financement. Alors déjà, t'as deux aspects. T'as une sorte de financement continu où tu finances le delta entre ce qui est taxé et ce qui est dépensé. Et en plus, t'as le refinancement parce que t'as aussi des titres qui ont été émis, qui arrivent à maturité, que l'État est censé payer. Et donc là, à ce moment-là, il est censé rembourser. Mais en fait, vu qu'il n'a pas de bas de laine, il en émet d'autres pour rembourser ceux qui arrivent à maturité. C'est les 7 000 milliards américains en ce moment là. Ce qu'on appelle faire rouler la dette. Ouais. Et donc, par exemple, si je dis pas de bêtises, là, l'État français doit bientôt sourcer 350 milliards, à la fois pour le refinancement et pour, en gros, les prévisions de déficit, si tu veux. Et donc, la raison pour laquelle, quelque part, il n'y a jamais vraiment de problème, en tout cas dans les pays qui ont des monnaies de premier rang, c'est parce que il y a une demande infinie, enfin pas infinie, mais une demande gigantesque pour ces titres de dette par le secteur financier. Et parce que, finalement, les règles de Bâle et les marchés de refinancement, en fait, utilisent les règles de Bâle définissent que les réserves des institutions financières doivent être essentiellement constituées de titres de dette AAA, etc., donc de titres de dette étatiques, parce qu'en plus, les États font passer des lois qui obligent certains gros allocateurs de capital, comme les assurances, les organisations de réassurance, les fonds de pension, les caisses des collectivités locales, des choses comme ça, de garder une certaine quantité de dette étatique dans leur bilan. C'est une manière de créer une demande artificielle pour leur papier. Et en plus, les marchés de refinancement, qui sont encore une fois le cœur nucléaire du système bancaire et financier international, en fait, utilisent ça comme collatéral de choix. Donc, il y a une demande qui sera toujours là. Et en plus, tu as aussi une activité, on va dire, un petit peu spéculative là-dessus, où tu peux te dire, tiens, je vais acheter de la dette des États parce que je vais avoir une sorte alors, enfin, bon, là, je vais rentrer dans trop de détails, mais en gros, tu peux aussi les utiliser pour structurer des investissements, pour prendre des paris directionnels, donc te dire, tiens, les taux vont monter, les taux vont baisser. Donc là, sur une mise aux enchères de titres de dette par tel ou tel État, je vais être demandeur, parce que je sais qu'ensuite, je vais les revendre à quelqu'un d'autre dans 6 mois, que ce soit un fonds de pension ou un autre truc, et que je vais faire un profit sur l'opération. Ensuite, la manière dont ça se fait en pratique, c'est que les États émettent, ok, donc souvent c'est le département du Trésor ou un truc comme ça, hein, qui met des enchères. Donc il annonce et il dit, tiens, cette semaine on va vendre tel titre, tel titre, tel titre, tel titre, tel titre. Et ensuite il y a des enchérisseurs, des bidders, qui sont des entités qui ont le droit d'accéder à la vente aux enchères, qu'on appelle en anglais des primary dealers, et qui sont en général des banques qui ont une licence, etc., mais qui sont assez restreintes, qui elles ont le droit d'acheter marché primaire. Et en fait, parce que, encore une fois, on revient aux règles de Bâle, elles n'ont pas besoin de garder de capital en face de ces titres-là, en fait, elles achètent à crédit. Et oui, donc, c'est ce mécanisme qu'on essaie de comprendre. Et donc, lorsqu'elles créditent le compte du gouvernement à la banque centrale, parce que les deux, le gouvernement a un compte à la banque centrale et la banque a un compte à la banque centrale, donc lorsqu'elle crédite le compte à la banque centrale, c'est de la création monétaire. Et du coup, tu vois, par exemple, aux États-Unis, durant l'administration précédente, il y a ce qu'on appelle le TGA, le Treasury General Account, qui est en gros le compte en banque du gouvernement. Et à un moment où il y avait 1000 milliards dedans, ou je sais pas combien, mais des quantités colossales. Et c'est justement parce que l'administration Biden, ayant prévu qu'elle allait avoir des dépenses de malade, avait demandé à son département du Trésor de faire des ventes aux enchères pour des quantités très très fortes de bons du Trésor. Ils avaient récolté de l'argent.
qu'ensuite ils avaient prévu de dépenser au quarter suivant, puis au quarter suivant, pour payer les fonctionnaires, pour je sais pas, construire des routes, pour payer les opérations de changement de sexe, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font, c'est fou, mais et du coup c'était très intéressant comme phénomène, parce que par exemple tu as beaucoup d'analystes macroéconomiques qui, cherchant à comprendre où allait aller l'inflation, parce que c'est un des déterminants principaux de ce qui se passe dans l'économie et dans les marchés financiers, ils regardaient ce truc-là et ils disaient, attendez, donc là, ils ont accumulé, je sais pas, 800 milliards ou 1000 milliards qu'ils vont dépenser en 3 mois. C'est hyper inflationniste. Parce que tu fais rentrer une quantité de cash incroyable dans l'économie, je reviens à l'effet cantillon, que tu vas faire circuler d'un coup. Parce que tu as la file à des fonctionnaires qui vont la dépenser, ils vont aller chez Macy's, ils vont aller chez McDo, etc., etc. Et donc, voilà, le système, c'est un peu ça. On émet de la dette, elle est achetée par des banques qui impriment du fric. Ensuite, elle est créditée sur le compte du gouvernement. Elle n'est pas dépensée tout de suite. Là, elle est un peu hors système. Et quand on paye les fonctionnaires et les dépenses courantes, les dépenses publiques, les subventions, les trucs comme ça, elle rentre dans le système. Et ensuite, effet cantillon, inflation, tout ça. Là, il y a un délire quand même. Ça veut dire qu'un État se dit, j'émets une dette, ex nihilo, je la file à une banque, donc elle vaut 100, je la file à une banque, la banque me donne mes 100, moi je fais n'importe quoi avec, la banque récupère cette dette et a un coefficient multiplicateur pour émettre de la monnaie commerciale à partir de cette dette qu'elle met à son bilan. Exactement. C'est de l'or. On lui a refilé de l'or. Donc là, et en après, plus, c'est un coefficient, vu que si c'est un État solide, c'est un coefficient bien vénère. Bah, quasiment infini. Ça n'a aucun sens. Enfin, pas quasiment infini, parce que le coefficient, il dépend de son capital. Ouais. Pas tellement de la quantité de bons du trésor qu'elle a sur son bilan. Par contre, la banque, elle va toujours pouvoir se refinancer sur les marchés avec ça. Et fondamentalement, surtout, c'était un business très lucratif, parce que tant que les taux d'intérêt baissaient systématiquement, la valeur de ces obligations-là augmentait. Parce que la valeur d'une obligation, donc lorsqu'elle est émise, elle vaut 100. Et lorsque le taux d'intérêt monte, elle baisse en valeur. Donc elle est passée à 96, 97, j'en sais rien. Et lorsque le taux d'intérêt baisse, la valeur de l'obligation monte. Et ça, c'est assez logique, parce que si votre obligation, elle promet du 2%, c'est fixe, ça. C'est marqué sur le coupon, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, c'est électronique, mais à l'époque, c'était marqué sur le titre. Et que les taux d'intérêt baissent, ça veut dire que les nouvelles obligations qui vont être mises aux enchères, bon, bah, c'est plus à 2, c'est 1,5. Donc, elles ont moins de rendement. Donc, celle qui servait du 2, aujourd'hui, pour un investisseur, elle vaut plus cher. Donc, en fait, il y a une sorte de règle de 3 qui exprime le prix d'une obligation en fonction du coupon qu'elle avait par rapport au coupon courant. Et du coup, parce qu'on était dans une période où, depuis justement la présidence à la fête de Volcker, où il a monté les taux selon la formule d'Helmut Kohl jusqu'à des niveaux jamais vus depuis Jésus-Christ, jusqu'à 20%, ils sont baissés de 20% jusqu'à 0. Vous imaginez bien que les titres de dette qui étaient émis en 81, 82, 83, 84, etc., valaient à chaque fois de plus en plus cher que ceux qui étaient vendus là. Donc en fait, les banques, elles avaient intérêt à les acheter à crédit, et à les garder, et à les revendre plus cher. À des fonds de pension, à des hedge funds, à n'importe qui. Et donc, c'était un business ultra rentable, mais qui fondamentalement, voilà, c'est des entrepôts dans ce cas-là. J'achète un truc, je le garde 6 mois, et puis je l'ai acheté 100, je le revends 105. Le fait est que, par contre, la dynamique a complètement changé lorsque, en 2022, à cause de l'inflation, la Fed a commencé à remonter ses taux. Parce que, selon ce mécanisme-là, eh ben, les bons ont vu leur valeur baisser. Et l'impact d'une variation de taux d'intérêt sur un bon dépend aussi fortement de la maturité. C'est-à-dire que si par exemple, vous empruntez, si vous avez un T-bills, les T-bills, c'est le papier à court terme du gouvernement américain. C'est 3 mois. Ça peut être moins que ça, okay. Mais je crois que les principaux, c'est 3 mois, ouais. Okay. De toute manière, si les taux sont passés de 2 à 1,9 entre-temps, il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'argent que vous allez recevoir par rapport à l'argent que vous pourriez recevoir en achetant les nouveaux. On est d'accord ? Donc ça va affecter très peu le truc. Si c'est un bon à 30 ans, par contre, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous permet d'avoir du 1,5 au lieu du 2, et le 2 que vous aviez sur le bon qui était émis il y a 6 mois, le 2, il est valable pendant 30 ans. Donc, si vous additionnez le 2% plus 2% plus 2% sur 30 ans
par rapport au 1,5 plus 1,5 sur 30 ans, ça fait un delta qui se creuse. Et donc, cette logique, on va dire mathématique, elle fait que les bons à très long terme, ils sont hyper sensibles à la variation des taux d'intérêt. Et donc, lorsque la Fed a passé ses taux avec la remontée des taux la plus rapide de l'histoire, de grosso modo 0 jusqu'à à peu près 5%, en fait, les bons à 20 ans ou à 30 ans, ils ont pris moins 50% à cause de cet effet-là. Et donc, les banques qui, depuis longtemps, étaient dans le business de ce business d'entrepôt, de j'achète à 100, je revends à 105, etc., elles avaient gardé, certaines d'entre elles avaient gardé beaucoup sur leur bilan de ces taux-là. Et donc, elles n'ont pas réalisé de perte parce que si tu gardes le titre. Oui, si tu arrives à maturité, tout va bien. Voilà, tu gardes le titre, tu récupères tes coupons, il arrive à maturité, on te rembourse, il expire, voilà. Sauf que la valeur sur laquelle elles mettaient le titre dans leur bilan, c'est ce qu'on appelle du mark-to-market, c'est-à-dire c'est sa valeur de marché, pas la valeur juste des coupons plus les intérêts. Et donc, en fait, fondamentalement, du jour au lendemain, la valeur mark-to-market de leur bilan commençait à s'éroder. Donc, elles ont de moins en moins de solvabilité. Elles sont de moins en moins capables de distribuer des prêts. Et c'est pour ça que la Banque centrale est arrivée avec le BTFD, alors je ne sais plus à quoi correspond cet acronyme, en mars 2023 pour dire, bon, les gars, en fait, on va accepter en collatéral ces titres de dette-là, mais à la valeur d'avant. Donc, on fait semblant que vous n'avez pas perdu d'argent sur le papier. Et en fait, pourquoi ? Parce que si elles ont ces titres-là sur leur bilan et qui valent moins, et qu'elles ont besoin, par contre, de se refinancer, parce qu'elles ont besoin de liquidité, et ben là, c'est problématique. Parce que si, par contre, le bon sur le marché, il cote à 60 et pas 100, je sais pas, Goldman Sachs, il va vous en donner 60 ou 58, mais pas 100. En gros, c'est un bail-out déguisé, quoi. Exactement. Mais technique, tu vois. Ouais. Alors, genre qu'il de sorte à ce que personne comprenne. C'est ça. Uniquement le gars qui en a besoin, mais... Waouh. Et dans ce système d'une complexité folle... Ce non-système. Là, les notations des bons du Trésor, on dit, voilà, on est AAA, on est AA, ou ce genre de truc. Qu'est-ce que ça va changer, là, d'être AAA ou juste A? C'est la valeur, c'est le levier que tu peux faire après sur la dette que tu as achetée? C'est cet or qu'on t'a donné, là? C'est la quantité de réserve que tu vas devoir mettre en face. Parce que les règles de Bâle te disent, en gros, en fonction de telle note, tu vas devoir avoir un ratio de réserve qui va être de temps. Ok, mais je pensais que t'en avais pas besoin. Que genre, dès que tu l'as acheté, t'as même pas besoin d'avoir de réserve, ça devenait une réserve. Pour le AAA, c'est 0. Ok, mais pour quand c'est un petit peu en dessous, là, il faut commencer à mettre juste un petit peu derrière. C'est ça. Et c'est aussi un problème qu'on a avec la dégradation de la dette française, c'est que du coup, les institutions financières, elles ont un petit peu moins envie d'acheter notre dette parce que ça implique une immobilisation de capital, donc un coût. Mais vas-y. Et ça dépend en même temps de l'offre sur le marché, en fait. Elle a peut-être la dette française est un peu moins demandée, mais je sais pas, les États-Unis qui est je sais pas combien il y a de pays encore qui sont en AAA, mais il y en a pas non plus tant que ça, je pense. Ouais, il y en a pas mal quand même. Ok. Enfin, bon, si les autres ne s'endettent pas, t'as pas que des dettes souveraines en AAA. Ok. Ah, t'as aussi des des produits composites, donc comme les CDO ou des produits comme ça, qui sont des assemblages de plusieurs titres de dette. C'est les fameux trucs toxiques qu'il y avait dans Big Short. Dans The Big Short. Qui sont des assemblages de plein de titres obligataires différents, soi-disant composés de telle manière que le risque a été parfaitement diversifié et que donc on peut les noter AAA. Ok. Un truc qui doit arriver tous les 1 milliard d'années, mais qui peut arriver tous les 5 ans. Ça, c'est juste que, en gros, quand on fait les maths pour définir le risque sur ces produits, on considère que toutes les variables sont indépendantes, alors qu'en réalité, elles sont pas du tout indépendantes, parce que il y a que des variables qui se tiennent par la barbichette en économie. Et moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est un truc dont on entend souvent parler, et récemment, du coup, on a réalisé en essayant de comprendre tout ça, c'est le rôle du QE et du QT, donc quantitative easing, quantitative tightening. Ouais. En gros, l'injection de liquidité ou le retrait de liquidité par les banques centrales. Nous, de la compréhension qu'on en avait avant, c'est quand on fait du QE, on en parle souvent, c'est-à-dire la banque centrale arrive sur le marché secondaire sur le marché secondaire et elle rachète des actifs. Ça peut être tout et n'importe quoi, des obliques, des actions, etc.
Donc on dit, bah là, elle injecte, en théorie, on se dit, bah elle injecte de l'argent dans le système, c'est-à-dire elle met de la liquidité à disposition. Mais avec ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est l'inverse qui se passe. Parce que vu qu'elle rachète des actifs qui servent de collatéraux, au final, elle retire de la liquidité du marché. Surtout qu'elle l'achète avec de la monnaie de banque centrale qui ne circule pas. Alors, elle retire pas de la liquidité. Par contre, Elle retire du coefficient, elle retire des collatéraux dont les banques ont besoin pour se refinancer. donc c'est l'effet Et inverse. c'est ça qui est paradoxal. Bah, oui et Ça non. dépend où tu te places, en fait. Oui et non, parce que, regarde, quand elle va faire une opération de quantitative easing, elle va donc retirer essentiellement de la dette américaine du marché. Et à l'inverse, en contrepartie, elle va créditer les banques de monnaie de réserve. Donc ces banques, elles ont de la liquidité en échange. Sauf que cette liquidité, encore une fois, c'est pour ça que j'avais commencé par là, la monnaie de réserve, la monnaie de banque centrale, c'est de la monnaie qui est créditée sur un compte de la banque à la Fed, qui peut circuler du coup que sur le compte à la Fed d'autres banques ou du gouvernement. Donc s'il faut aller mettre de la liquidité ailleurs dans le système, C'est les Caïmans. par exemple, ça ne peut pas passer par là. Et donc, en général, ça se passe par des marchés de gré à gré, de refinancement, de contrepartie bancaire, etc., qui, eux, fonctionnent, parce que ce pas des marchés où il y a une confiance qui règne, avec des collatéraux. Donc, avec des treasuries ou des titres de dette AAA. Donc, en fait, ça augmente la liquidité domestique, ça diminue la liquidité internationale. Et c'est pour ça que, par exemple, ces derniers temps, quand on a des crises, les banques centrales mettent en plus ce qu'on appelle des swap... Enfin, la Fed met en place ce qu'on appelle des swap lines. Les swap lines, c'est un mécanisme par lequel une banque centrale étrangère, ou alors en tout cas une contrepartie bancaire étrangère, via sa banque centrale, peut apporter des titres dans la monnaie locale, donc par exemple des titres du Trésor français, des OAT, pour les mettre en dépôt afin d'obtenir une ligne de crédit en dollars. Parce que ces banques locales ont un bilan en dollars, donc la BNP opère en dollars, la BNP n'a pas accès à assez de titres du Trésor américain parce qu'on a fait du QE, et donc elle va apporter plutôt à la place des bonds ou des OAT à la Banque de France, qui elle va les filer à la Fed, qui va du coup donner une ligne de crédit à la Banque de France de manière à ce qu'elle puisse refinancer la partie en dollars du bilan de la BNP. Donc, tu as l'effet que tu décrivais, c'est-à-dire on enlève de la liquidité offshore pour mettre de la liquidité domestique, et ça crée un problème, et donc du coup, on crée un mécanisme de prêt interbanque centrale en utilisant du collatéral étranger pour créer de la liquidité offshore. En fait, on a un système qui est totalement verrouillé, sur lequel on est obligé en permanence d'augmenter la liquidité. Donc, peu importe ce qui se passe, à chaque fois, on se dit, mais en fait, c'est pas possible ce qu'on fait. Il faut qu'on l'augmente. Et c'est la phrase de Lynn Alden, genre, rien n'arrête ce train, quoi. Ouais. Genre, tu peux rien faire, en fait. Genre, on va te faire des grands discours, on va te dire, ouais, c'est bon, on arrête et tout. On te le montre d'un côté. En fait, derrière, on est obligé, le système est obligé de se recalibrer pour augmenter la liquidité. En fait, tu peux le regarder si tu dézoomes. Pourquoi elle dit ça, Lynn Alden ? Parce que dans nos démocraties très démagogiques, tu as une incitation éternelle à faire du déficit, à dépenser plus d'argent que tu n'en as pour gagner les élections. Donc, tu vas créer toujours plus de dettes que tu n'as de revenus. Donc là, tu as un premier facteur où tu vas devoir créer plus de monnaie demain pour rendre les dettes soutenables. Ça, c'est le premier. Deuxième facteur, parce que tu as tué les signaux de prix, l'allocation de capital dans le système ne génère... Pour $1 investi, tu génères une rentabilité qui, en réel, est négative. Parce que les prix sont faux, donc les mecs font n'importe quoi avec le fric, ils font du WeWork, etc., etc. Le diviseur keynésien. Voilà. Et donc, tu as un deuxième facteur qui est que, en bout de course, vu que les investissements sont pas rentables et qu'on a décidé que les gens n'avaient pas le droit de faire faillite quand ils sont suffisamment gros, il va falloir les refinancer. Donc, il va falloir créer plus de liquidités. Et tu as enfin un dernier facteur qui est que parce que tu as manipulé les taux, parce que tu as tout financiarisé, tu as tout titrisé, etc., tu as des valeurs surévaluées des titres financiers qui sont utilisés comme collatéraux partout dans le système.
dans un mécanisme où, lorsque tu as besoin de te refinancer, il faut ces collatéraux, et si leur valeur baisse, tu ne peux pas obtenir la liquidité pour te refinancer suffisamment afin de continuer à pouvoir effectuer l'activité de crédit, nécessaire à la croissance du PIB dans mon second point. Donc là, parle vraiment un mécanisme vraiment purement financier, une injection de liquidité nécessaire par le QE, par le BTFD, par ces mécanismes-là. Donc là, on est vraiment dans le financier pour garantir qu'il y aura assez de capacité de refinancement onshore, offshore dans le système pour pas que les institutions financières fassent faillite et que les dominos tombent les uns après les autres. Donc, tu as 3 étages au niveau des États, au niveau de l'économie réelle et du crédit à l'économie réelle, et au niveau du crédit financier, où, en fait, on ne peut pas vraiment contracter la liquidité sans tout faire péter. Donc, effectivement, nothing stops this train, et c'est un peu pour ça que, même si tu comprends pas ça dans le détail, tu vois, c'est un peu pour ça que, en fait, Bitcoin a une proposition de valeur assez unique dans ce système-là, parce que si la quantité d'unités monétaires fiat en circulation ne peut pas diminuer sans qu'on arrive à un cataclysme d'insolvabilité, de crédit, de déflation par la dette catastrophique, tu peux être garanti que les politiciens qui sont par définition des lâches vont tout faire pour augmenter la liquidité dans le système, et donc il y aura toujours de plus en plus d'unités monétaires fiat relativement au nombre de bitcoins en circulation. Infini divisé par 21 millions. Voilà, exactement. Comment expliquer un mème, comment rendre un mème compliqué. Et on l'a fait dans l'autre sens cette fois. Au lieu de partir du truc simple, on est parti du truc compliqué. Et moi, il y a quand même un truc, c'est histoire de finir cette histoire avec quelque chose de positif. On parle de Bitcoin. On a compris qu'au final, parce que dans tout ça, d'abord, le problème dans tout ce système, on a compris que au final, le système bancaire subit d'une part des espèces de régulations et trouve des espèces de patchs en dehors, et vu qu'on a en permanence besoin de plus en plus de liquidités parce qu'on est sur un modèle inflationniste, tout ce système essaye de se démerder comme il peut, et c'est une fuite en avant. Donc, le problème dans tout ça, c'est qui ? Parce que nous, on aime bien pointer du doigt ce fameux État, l'État en général. Est-ce que le problème, au final, c'est le fait qu'il y ait des États qui puissent imprimer de la monnaie ? Comment, en fait, où est le truc qui fait dérailler le train dans tout ça ? C'est le fait qu'on ait des banques centrales et des lois de monnaie à cours légal. Parce que, fondamentalement, si tu réfléchis, la pierre angulaire de tout ce système, c'est la loi qui dit t'es obligé d'accepter un dépôt bancaire comme forme de monnaie, donc capacité à éteindre une dette, et comme forme de moyen de paiement, intermédiaire des échanges, etc. Si tu enlèves cette obligation-là qu'ont les agents, tu dis par exemple, tu peux utiliser ce que tu veux comme monnaie, c'est un libre marché, tu vois, les fameuses concurrences des monnaies d'Hayek, les institutions financières pourront continuer à jouer à ce jeu, mais s'il n'y a pas de demande pour leurs titres financiers et pour leurs dollars, parce qu'ils ne sont pas capables de battre l'inflation réelle lorsqu'on va l'exprimer en bitcoin ou en or ou dans des choses qui sont plus rares, en fait, l'ensemble du système se déboucle. Parce qu'aujourd'hui, tu as une demande artificielle parce que les États forcent tout le monde à devoir générer des crédits en dollars, emprunter plus, se refinancer, et ils te donnent, du coup, par le truchement du cours légal, une sorte de manière, lorsque tu es une banque, lorsque tu es une institution financière et tout, d'avoir une grande route distributrice d'argent par la titrisation, tous les mécanismes qu'on a expliqués aujourd'hui. Mais t'enlèves le cours légal de ça, et fondamentalement, tu te retrouves avec le système financier basé en dollars, qui va ressembler au système financier turc, c'est-à-dire, personne n'en veut en fait de vos titres, personne n'accepte d'avoir d'argent dans vos banques parce que vous êtes tout en levier x100, finalement les gars, vous êtes bien gentils, mais on va se tourner vers des trucs qui nous donnent un peu plus confiance. Donc, si tu veux, pour moi, quasiment la grande bataille en termes de guérison du système, c'est sortir du cours légal. Okay. Parce que les incentives humaines, les mécanismes d'incitation et le fait que les gens veillent à leur intérêt fait que si ils sont pas forcés par la menace d'un fusil
à garder une monnaie sous-optimale et donc à entretenir une demande pour un système fiat de création de dette qui truque les prix, qui ne peut que être dans le nothing stops this train, etc., etc. Voilà, tu t'enlèves ce domino-là, il n'y a plus rien qui marche dans cette machine. Au même titre que quand une monnaie, tu vois, n'est plus acceptée à l'international parce qu'elle est en hyperinflation, c'est le peso argentin ou un truc comme ça, il y a plus de titrisation, de machin, c'est bon, c'est mort. Parce que plus personne n'accepte le sous-jacent. Le sous-jacent fondamental sur lequel toute la pyramide de crédit est basée. Donc ça, c'est le premier point. Et après, t'as la banque centrale. Parce que, à la limite, même si t'avais des monnaies de cours légales, et que lorsque les banques prennent trop de risques, ont trop de leviers, n'arrivent pas à payer leurs engagements, etc., elles faisaient faillite, bon, bah, ça purgerait le système une fois de temps en temps. Ça ferait un peu mal, mais... Comme c'était le cas avant, déjà, tu vois, quand avant 1913, aux États-Unis, par exemple, il y avait le dollar, c'était une monnaie à cours légal. Tu pouvais pas utiliser les os de poulet comme monnaie reconnue par l'État, etc. Mais par contre, les banques régionales, ou comme dans l'Écosse du XVIIe siècle, ou le Canada à peu près de la même époque, les banques faisaient faillite un peu régulièrement. Elles avaient en général plutôt 40% de ratio de réserve, donc elles avaient un levier de 2,5, 3, quoi. Donc, gestion quand même bon père de famille. Et celles qui prenaient un peu trop de risques, bah, de temps en temps, elles subissaient un bank run, ou alors elles avaient des créanciers qui les remboursaient pas, et donc elles avaient plus assez vraiment de fonds propres pour pouvoir colmater les brèches dans leur bilan. Ça créait une petite panique, ou alors ça incitait la banque d'à côté à les racheter, pour elle qui apporte son capital, voilà, pour récupérer les actifs qui ont de la valeur et se débarrasser des autres petit à petit au fur et à mesure du temps. Et donc, tu avais une sorte d'espèce d'écologie dans le système de crédit où les mauvaises pratiques et les excès de risque et les excès de levier étaient purgés et le système partait toujours avec une sorte de cycle de crédit. Nous, ça, on se débarrassera jamais, hein, même dans une économie Bitcoin. Il partait un petit peu en surchauffe et puis après, il y avait une sorte de force de rétroaction qui allait le ramener dans une homéostase. Et là, en fait, on a empêché le système de cool-down. Parce que la banque centrale, le fameux Fed put dont je parlais au début, en fait, empêche tout réajustement. Donc, c'est vraiment le cœur du problème, c'est la monnaie de cours légale et l'idée que il faudrait une institution pour sauver les gens qui prennent trop de risques et trop de leviers. Ouais, c'est ce que les Autrichiens décrivent souvent, c'est que personne ne nie qu'il y aura des micro-cycles, des moments de surchauffe, des moments où il va falloir que ça se calme, mais c'est pile au moment où ça commence à être un petit peu chaud de façon naturelle, où tu as un banquier central, un politique ou quoi, qui dit « Ok, on intervient, on va faire en sorte d'éviter ce petit pic », et en fait, tu crées des énormes cycles qui font que on en arrive à des crises de tous les 5, 10, 15, 20 ans, mais qui sont colossales et mortifères. Alors, ça dépend des économistes autrichiens, parce que tu as quand même une frange des économistes autrichiens qui argumentent que toute forme de réserve fractionnaire est néfaste, et que toute forme de réserve fractionnaire, surtout, est complètement immorale, parce que c'est de la contrefaçon et du vol. Ouais. Ce qui, à mon avis, est une vision un peu naïve, et qui, à mon avis, comprend mal les mécanismes de fonctionnement d'une économie monétaire, parce que tu pourras jamais vraiment empêcher des gens d'émettre des engagements, des promesses sur le futur, et d'autres de les accepter à une certaine valeur, et ça, en fait, ça crée de la réserve fractionnaire. Donc, tu vois, même par exemple dans Bitcoin, on a un système qui a réserve fractionnaire. Faut se le dire, hein, que les gens comprennent bien. Il y a 0% de chance que tous les échanges et toutes les institutions qui sont custodiennes de Bitcoin dans le monde aient exactement un Satoshi d'actifs en réserve pour chaque Satoshi de dette qu'elles ont. Surtout depuis les ETF. C'est pas les ETF qui m'inquiètent le plus. Moi. C'est plus les FTX. Elles l'ont testé. Les ETF sont particulièrement sévèrement régulés. Moi, les ETF, ce qui me fait peur, c'est la concentration auprès de certains custodians et leur incapacité technique à vraiment bien contrôler ce qu'ils font. Maintenant, parce que les ETF sont déjà des entités beaucoup plus régulées qu'un Binance, par exemple. Tu vois, si Binance a réellement 200 millions de clients, aujourd'hui, on leur connaît, je crois, d'avérés, labellisés par les outils d'analyse de chaîne, etc., comme ça. Je crois un truc genre
500 000 BTC non, beaucoup moins que ça d'ailleurs. Dans peut-être quelque chose comme ça, 400 ou 500 000 BTC de cold storage. Donc, attendez, réfléchissons 2 secondes. Je crois qu'on est à 2,3 millions en total dans les exchanges, de toute façon, de BTC. Voilà, mais connu, etc. Mais moi, si je me concentre juste sur Binance, c'est juste parce que ils ont cette histoire d'être particulièrement offshore, etc. Comme FTX, t'es dans le comment dire, dans la situation où t'as beaucoup trop d'incitation, beaucoup trop de chance et une culture beaucoup trop favorable à la réserve fractionnaire pour que ça n'arrive pas. Et encore une fois, il faut comprendre que la réserve fractionnaire, c'est un avantage compétitif. Parce que si je peux prendre un bitcoin, le bitcoin d'Alex, dire à Alex à travers l'interface, t'inquiète, t'as un bitcoin, que lui, il le retire pas, et qu'après, je peux aller le prêter à je sais pas qui pour qu'il en fasse autre chose, tu vois, je sais pas, un mineur pour qu'il ait acheté des machines chez Bitmain et qu'il me dise, non, t'inquiète, je vais te le rembourser avec la génération de mining que je vais faire. Je gagne des deux côtés. C'est comme ça que tu retrouves du yield sur du Bitcoin. Ouais. Exactement. Tu peux payer les gens à venir et du coup, donc moi, je sais pas si je réfléchis, mais un peu comme un neuneu, je suis pas très malin. 200 millions d'utilisateurs, donc c'est quoi? Ça représente quoi? 50% du marché de la crypto? Ouais, si on le prend ensemble. Donc 50% du marché de la crypto. Et donc tu disais, ça représente quoi? Peut-être 25% des réserves totales des échanges et 5% des bitcoins totaux en circulation. Mais comment vous voulez croire qu'ils ont vraiment... Enfin, moi, ça me paraît évident que c'est... Alors, je veux bien peut-être qu'ils ont que les gens qui ont que du shitcoin et pas de bitcoin. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a forcément un trou dans la caisse quelque part, et pas que chez Binance. Après, ça peut être un problème de liquidité, mais pas de solvabilité. Ils peuvent avoir d'autres... possible. Ils peuvent ne pas avoir les bitcoins qu'ils prétendent, mais être solvables au niveau... Ils ont peut-être d'autres actifs pour compenser. Ah d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, sauf qu'il faut que ces actifs soient liquides, parce que vu qu'il n'y a pas de banque centrale c'est ça. dans la crypto, si, je sais pas, ils ont des actions de Starkware, tu sais, FTX, c'était la grande vanne à un moment, ils disaient non mais c'est bon, on est solvable, on a, je sais pas si c'est Starkware ou notre boîte, mais ils avaient investi une tonne dans une énorme levée de fonds, etc., etc. Frérot, c'est des boîtes qui ont pas de revenus, qui ont pas de rentabilité, qui font pas de profit, qui sont pas cotées. Voilà, faut que tu trouves un venture capitaliste qui a les poches bien remplies pour accepter de te les acheter. Tu vas pas les vendre à leur market value, tu vas les vendre à 30 centimes pour chaque dollar et encore. Ouais. Donc c'est pareil, tu vois, dire. Et puis genre le problème c'est que les trucs se tiennent, c'est-à-dire que si par exemple j'ai pas tous les bitcoins en réserve. Donc, comme tu dis, j'ai un problème de liquidité, mais pas de solvabilité. C'est-à-dire que si je rajoute, par exemple, ma poche de shitcoin, en plus, la valeur totale en dollars, ça excède ce que je dois à mes clients en dollars. Ok, très bien. Mais maintenant, le problème, c'est que le jour où on sait que t'as pas tous les bitcoins et que tu vas devoir vendre les shitcoins pour récupérer des bitcoins pour payer à tes clients, il se passe quoi? Le bitcoin monte, les shitcoins baissent. Il se passe combien de temps avant que la valeur totale agrégée en mark-to-market de ton bilan, elle passe en dessous de celle de tes liabilities. Et c'est pour ça qu'on revient à la discussion qu'on avait avant, c'est pour ça que les banques se refinancent dans le feutré. Parce que le simple fait de savoir que tu as en fait un risque d'exposition, ce qu'on appelle un asset mismatch entre tes actifs, entre ton actif et ton passif, ça fait qu'on sait que tu exprimes une demande latente dans le marché de vente pour certains actifs et d'achat pour d'autres, et ça corrige les prix. Et surtout, là, tu parles en plus si on doit rembourser en dollars, mais si on doit rembourser en bitcoin... Oui, non, là, je parle si on doit rembourser en bitcoin. Ou dans n'importe quel actif qui n'est pas celui par lequel sont constituées tes réserves. Ouais. Et c'est pour ça que même l'asset mismatch, pour moi, c'est... En fait, d'ailleurs, il faut voir que cette distinction entre solvabilité et liquidité est littéralement l'argument qu'on a invoqué pour inventer la banque centrale moderne. Donc là, ça vient d'une crise qu'il y a eu dans la fin du 19e siècle en Angleterre. Et le fondateur de The Economist, Walter Bagehot, avait justement théorisé cette idée que pour éviter les effets dominos de crédit et les risques de contrepartie en chaîne où tout le monde panique, plus personne ne veut prêter à personne et que le mécanisme de création du crédit se tarit complètement du jour au lendemain dans le cas d'un événement financier majeur, il faudrait une institution en dernier ressort
qui ne va prêter que dans des situations d'illiquidité et pas d'insolvabilité. Mais encore une fois, la frontière entre les deux n'est pas quelque chose d'étanche. Ouais, ça peut bien se passer, mais pas Et, forcément. et donc, petit à petit, au fur et à mesure, on a louvoyé dans l'acceptation de ces deux termes, dans la définition, et on a eu de plus en plus quelque part d'obfuscation de ce que ça signifie, au point que dire qu'aujourd'hui les banques centrales ne refinancent pas des entités qui sont insolvables, mais seulement des entités qui sont illiquides, c'est une question de regarder à quel moment on prend la photo. C'est-à-dire que si tu t'attends une semaine, là c'est bon, elle est insolvable. Hein. Donc est-ce qu'elle était solvable si en fait il n'y a que dans le secret, c'est-à-dire dans des prix de marché qui ne sont pas impactés par la connaissance de l'information qu'elle a effectivement un problème quelconque, c'est uniquement dans ces conditions-là qu'elle reste solvable. Tu vois, moi, je pense que les concepts de solvabilité et de liquidité sont pas des concepts qui sont indépendants d'un contexte. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand on dit souvent « Ah oui, tel marché est très liquide », il est liquide jusqu'à ce qu'il ne le soit pas. Dire qu'il est liquide, ça veut dire qu'au prix donné, il y a des acheteurs pour des vendeurs. Mais c'est pas une propriété inhérente de ce marché. C'est une propriété de l'action humaine. Ouais. Donc, mets des informations supplémentaires, les gens vont agir différemment, et ce qui était liquide ne le sera plus. Oui. C'est comme considérer, on avait cette discussion la dernière fois aussi, comme considérer que la dette d'un État est 100% sûre parce qu'il y a le pouvoir de l'impôt derrière. Aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est pas invariable dans le temps. Jusqu'au jour où tu n'arrives plus à lever l'impôt et que ton truc ne vaut rien. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, c'est quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que on a surestimé énormément les revenus fiscaux l'année dernière, une grande partie de notre déficit. Alors bien sûr, on dépense comme des marins ivres, mais il y a également l'estimation du ministère des Finances sur les collectes fiscales qui allaient être faites, qui a été énormément estimée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont trop surestimé la croissance et donc le revenu des entreprises et donc l'imposition ? Je pense pas, parce que ça représente pas une partie significative des revenus fiscaux. Pareil sur les revenus, est-ce qu'ils ont surestimé beaucoup le PIB, donc la consommation, et donc la TVA était bien moindre que ce qu'elle était ? Pareil, j'ai pas l'impression. Donc en fait, peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui évitent l'impôt, qui payent plus et qui déclarent plus. Et que, du coup, une grande partie de la solidité sur les marchés de la dette française venait au fait qu'on a une réputation d'être les meilleurs collecteurs d'impôts au monde. Mais si, en fait... voilà, mais si on arrive dans cette période où la Direction générale des finances publiques perd un peu cette réputation parce qu'elle perd marginalement, ce sera pas tout du jour au lendemain, mais cette capacité à être efficace dans la collecte, en fait, la note peut se dégrader très vite, les conditions de refinancement devenir de plus en plus difficiles, les taux augmenter de plus en plus rapidement, du coup, avec le roulement de la dette, les déficits se creusaient de plus en plus, et c'est un cercle qui peut s'entraîner très 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 vite. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui me regardent avec des yeux comme des soucoupes quand je leur dis que l'euro n'a peut-être pas 10 ans à vivre, que la France est peut-être déjà sur la route de la faillite et très bien engagée et que ça peut arriver dans quelques années. Mais en fait, c'est le fameux gradually and suddenly d'Hemingway. C'est que, parce qu'il y a ces boucles de renforcement et que c'est beaucoup basé sur des questions de confiance qui dégradent les finances, qui elles-mêmes dégradent la confiance dans un cercle qui s'auto-entretient et qui se renforce, ça peut aller très vite. Mais du coup, on va nous accuser, nous, méchants bitcoiners, d'avoir accéléré la chose parce que c'est basé sur la confiance. Bien sûr. La faillite de l'État sera notre faute. Le mec qui dit peut-être que stocker le jerrycan d'essence à côté de la cheminée n'est pas une bonne idée, et le gars qui a déclenché le feu. C'est bon connu. Eh ben écoute, on va peut-être conclure là-dessus. Il faut s'arrêter là, parce que sinon on va les tuer. Dites-nous si vous avez fait un AVC. Dites-nous si vous êtes encore en vie. Voilà. Et commentez, je suis encore en vie. Parce que je pense que c'était un épisode assez riche, dense en informations. Écoutez-le plusieurs fois pour 2 raisons, pour bien comprendre et booster le watch time. Même nous, on va le réécouter. Hein, on va le réécouter. Mais non, c'était... C'est comme un cours. Hein. Ouais, c'est tu prends des notes et après tu révises. Il y avait juste un point, un dernier point sur lequel je voulais conclure. On n'a pas parlé de l'euro-dollar. Ouais, non, mais c'est le petit point sur lequel conclure. Non, mais on le fera dans une... Alors oui, on voulait parler de l'euro-dollar, mais on en parlera d'une prochaine en fait, fois. Franchement, vu tout ce qu'on a posé, c'est pas très compliqué, tu vois. Tu te rappelles mon histoire de système offshore et onshore ? C'est juste que tu as des dollars qui, du coup, partent des États-Unis pour aller dans les systèmes bancaires étrangers.
On appelle ça l'euro-dollar parce qu'au début, ça allait beaucoup en Europe, notamment par les revenus pétroliers, parce qu'en fait, du coup, on filait des dollars aux pays du Golfe, qui eux, vu qu'ils n'avaient pas de système bancaire très développé à l'époque, les mettaient dans des banques européennes. Et ensuite, les banques européennes se rendant compte qu'elles avaient pas mal de dollars, et bon, c'est gentil de les regarder, mais au bout d'un moment, ce serait bien de faire de l'argent avec, ont commencé à les reprêter à l'extérieur des États-Unis à des entreprises, à des États, etc., etc. Et parce que on a ce mécanisme dont on parlait, où finalement les crédits font les dépôts, du coup, ça a créé des dollars comptablement. Donc, tu vois, je te prête à une entreprise, mais du coup, avec cette espèce de multiplicateur, finalement, ça a créé de la monnaie scripturale en dollars en dehors des États-Unis et des réserves qui circulaient en dehors des États-Unis en dollars. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où une grande partie des dollars est créée en dehors des États-Unis. Je crois qu'il y a plus de dollars qui sont créés à Londres qu'à Wall Street. Et parce que Londres est une place financière énorme pour le monde offshore. La City surtout. Il faudra qu'on en parle. Qui est même pas à Londres. La City, effectivement, qui est une juridiction différente de Londres. Et du coup, fondamentalement, t'as des impacts macroéconomiques quand, par exemple, la Fed bouge les taux, les fameux marchés de refinancement dont les benchmarks sont le Libor, le Ribor, etc. Et le rapport entre la liquidité onshore, la liquidité offshore, quelles sont les dettes en dollars qui existent en dehors des États-Unis, qui elles ne peuvent pas être financées par la Fed. Tous ces phénomènes-là vont avoir des influences macroéconomiques, vont avoir des influences sur le prix du dollar, vont avoir des influences sur les taux d'intérêt et l'écart entre les taux d'intérêt domestiques, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a la capacité de refinancement de la Fed, donc les taux de refinancement à la Fed, et les taux de refinancement, donc le LIBOR et le Ribor sur les marchés offshore. Et tu as par exemple un signal d'alarme dans les marchés financiers depuis des années, qui est que quand les marchés offshore en dollars commencent à avoir des taux qui sont dissociés des taux à la Fed, c'est qu'il y a un mec qui a un trou dans un bilan sur le marché offshore, et donc du coup il va falloir trouver un moyen de fournir de la liquidité là-bas, et on en passe aux fameuses swap lines, ces trucs-là. Donc c'est juste en fait une fonction de la circulation des dollars et de l'histoire là du shadow banking. Non, pas être plus de ce qu'on appelait le dilemme de Trifon. C'est l'idée de dire que en fait quand t'as la monnaie de réserve, t'as quelque part la monnaie de la meilleure qualité, sauf que parce que du coup c'est la monnaie qui va être utilisée dans le commerce international, on va te demander de la fournir en quantité de plus en plus grande pour fournir les besoins du système de crédit international et de commerce international. Et donc le fait que t'aies la monnaie de réserve mondiale, donc une monnaie qui est censée être de bonne qualité, crée la situation dans laquelle tu vas devoir la dévaluer au maximum parce que tu vas devoir en envoyer partout dans le monde. Et donc c'est la situation dans laquelle s'est retrouvé le dollar depuis Bretton Woods, et c'est pour ça qu'on a un marché de commerce international, un système de crédit offshore à l'échelle internationale qui est en dollars, qui est énorme et qui n'a pas besoin de passer par des banques américaines pour émettre des crédits en dollars, du refinancement en dollars, etc. Bon voilà. Petite conclusion, voilà. Conclusion, c'était pas compliqué. C'est simple, hein. Merci beaucoup. Mais j'en prie. On a passé un bon moment, on va se la refaire. N'oubliez pas de vous abonner. Le compte X de Théo sera dans la description. Voilà. Allez, ciao. Si vous voulez acheter du Bitcoin, c'est sur Bull Bitcoin. Voilà, au bout du avec mercat. Le lien d'affiliation How to Bitcoin. Et là, ce sera pas réserve fractionnaire parce qu'il n'y a pas de réserve. Exactement. Ciao. Ciao.